François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Hey! Encore, on pense pas à le dire assez souvent, là, Sébastien, que le jingle a été fait par le producteur d'enfants, Stéphane Bisson. Hein? Oui, on l'aime, notre jingle, on est content. On aime plus le jingle qu'on aime Stéphane Bisson. C'est-à-dire à quel point on l'aime un peu. Puis la différence entre le jingle et Stéphane, c'est que le jingle était gratuit. Oui, j'avoue. Oui. Fait qu'on le remercie et on le salue s'il nous écoute. Ça a l'air qu'il y a du monde qui nous écoute pas tout le temps. Ben, j'ai pas de misère à le craire. Écoute bien, oui, podcast. Sur le noir de ça, man. Hey, on se donne, on fait 2 émissions par semaine, toi, quasiment 12 heures d'enregistrement, puis là, j'ai pas le temps de vous écouter. Ben, lève-toi la nuit, mets ton cadran, puis écoute nos émissions. C'est ce que je me dis, man. Slack un peu le travail, puis écoute-nous. Hey, c'est ta semaine de colère, Sébastien. J'ai vu une petite montée de lait sur Facebook. Là, du fait que tu t'es fait voler ton catalyseur. C'est ça, ton catalyseur? Oui, j'ai appris ce mot-là aussi en même temps que toi, probablement. Oui, j'ai aucune idée c'est quoi. Ouais, je sais juste que ça vaut cher. Puis qu'il y a moi, j'ai dit affectueusement un enfant de chienne qui était avec un grandeur pour couper ça en dessous de mon petit motorisé, un vieux, là. Mais en tout cas, ça fait quoi dans la vie, ça, un catalyseur? Ça, man, il y a des gaz nocifs qui sortent du moteur, puis pour pas que ça s'envoie dans l'atmosphère, ça brûle les gaz là-dedans. Okay. Fait qu'il y a comme du rhodium, puis du palladium, puis des affaires en homme comme ça qui coûtent cher. Là. Fait que ils vendent ça pour les métaux, genre, tu sais. OK. Puis finalement, ça va me coûter quasiment 2000$ de réparation, tu sais. C'est assez chiant quand même. Et aussi, Sébastien, cette semaine, j'ai remarqué ça, j'ai vu ça passer, là, que ça t'a vraiment choqué, Horatio qui danse là, sur un... Non, sur pas tout. Ben oui, t'étais choqué noir. Pourquoi? Il a le droit de danser, le gars. Ta gueule, j'ai jamais dit ça. Non, honnêtement, je m'en fous. Honnêtement, moi, je suis le premier à faire des conneries, là, fait que je suis très solidaire avec lui. J'ai même pas été voir son 10 vidéos. Non plus, puis j'ai pas vu non plus son fameux sa larme qu'il a versée, là, parce que je trouve qu'on mérite pas ça, là, je veux dire, lui, il mérite pas ça, puis nous autres, on mérite pas ça non plus, là, tu sais, je veux dire, c'est pas grave, là, tu sais. Qui n'a jamais péché, là, tu sais, qui n'a jamais... que celui qui n'a jamais, qui n'a jamais fait de conneries me lance la première bière, on a fait la même, hein, c'est ça? Oui, je pense que c'était ça qu'il disait, oui. Ouais. Ça ressemblait à ça. Il y a une grosse émission en perspective aujourd'hui, oui. Sébastien, hein? Avec du gros monde, hein? Ben... On aime ça les mettre à l'aise, hein? Je pense que ça a fonctionné. Là. Ils ont tous des beaux sourires. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a trouvé une fille qui avait le goût de s'exprimer sur le sujet. Puis je te dis que notre dent, on est content de la recevoir. Mon ami, Randa, qui va venir nous parler un peu de l'impact sur l'industrie touristique. Fait que moi, ça me fascine. J'ai hâte de voir ce qui va se passer puis comment ils vont pouvoir réussir à faire quelque chose avec la situation. Il y a un autre gars que je connais pas tant, mais je le suis sur Facebook. C'est mon ami Facebook. Il y a toutes les fois qu'il met des assiettes. Ce gars-là, il me fait chier, moi te le dire. Là. Il met des assiettes hallucinantes avec des petites sauces fumées, puis des affaires aux fouettes, puis des affaires cuites. Là, en tout cas, c'est hallucinant. Moi, j'ai entendu dire qu'il était vraiment jaloux de ta tarte aux pommes, pas de pommes. Hey, il va falloir que je te donne ça, Alex, ma recette avec des biscuits Ritz. OK. Il n'y a pas de pommes, c'est des biscuits Ritz qui en ça, c'est malade. Tu vas voir sur notre chaîne, on l'a mis une recette. On va parler avec Alexandre Patnaud. Puis on a aussi Éric Fournier, un autre gars que je connais depuis, comme lui, je le connais vraiment depuis longtemps. Là. Puis c'est ça. Hein? On a fait en tout cas, hein? On a vu passer de l'eau sous le pont de la rivière Lasserre, n'est-ce pas? C'est plein de sous-entendus. Oui, c'est ça. Vos affaires. Ouais. Puis je suis content parce que mon ami Eric est revenu en Abitibi-Ouest. Ben, il était à Macamic un bout, là, mais il est revenu à la MRC d'Abitibi-Ouest en développement. Puis, Macamic,
Macamic, c'est plus en Abitibi-Ouest? Non, mais il était. Je sais qu'ils sont déplaisants, mais c'est pas une Non, raison pour les. Il était en pour les municipalité. exclure. Il est revenu à la MRC, à la ville de Macamic. Je comprends. La municipalité, Désolé. pendant pas longtemps, c'est ça que je veux dire. Avant ça, il était quand même dans des mandats plus régionaux. Fait que je suis content qu'il soit revenu en Abitibi-Ouest. Puis, on finit ça avec le dessert, man, avec un poète. Christian Frenette, moi, je l'ai découvert, ce gars-là. On sait que c'est un artiste, puis que c'est un musicien. C'est un artiste, puis c'est un passionné. Ouais, C'est un vraiment. passionné, surtout moi, si j'avais à le décrire, ça serait ça. Là. Ouais, Christian, il c'est fait ça. jamais les choses à moitié, c'est tout le temps à fond la caisse. Oui, vraiment. Puis là, il va venir nous parler de sa passion, je pense, numéro 1, peut-être, ou 2, en tout cas. Là, mais fait que, il va venir nous parler de pêche. Fait que, puis ça commence en fin de semaine, je pense aussi. Je suis pas sûr. Oui. Mais pas de Fait pas de la petite pêche, là. Je m'amène une 12, là, puis je pitch ma ligne à l'eau avec la petite boule rouge et blanche là, qui flotte dans l'eau, là, comme moi je fais, mettons. Là, lui, il fait de la pêche, là. C'est quasiment de la psychologie de poisson rendu une là. chorégraphie de danse, son affaire. Il pourrait faire des TikTok avec ça. Il serait super. Hey, c'est une bonne idée, ça, de faire des TikTok. En tout cas, fait que, on commence ça avec notre premier invité, François? Moi, je commencerais ça certainement Ah ouais. avec notre premier invité. Alors, on accueillerait sans plus attendre. Hey, Randa, toi, tu es directrice générale de tourisme Abitibi-Témiscamingue depuis quelques années déjà. Quand même, une dizaine d'années, 20 ans? Non, 30 ans? plus que ça, ouais, ben. OK. Puis, Je suis arrivée, j'étais ado. Ah oui, pas vrai. Ben Ouais. oui, tu étais une jeune enfant. Puis, puis là, actuellement, ben, là, considères-tu que l'industrie touristique de l'Abitibi-Témiscamingue traverse une de ses pires crises? J'imagine que ça doit être intense quand même. Ben, la pire. Oui, hein? La pire de son histoire, ben oui. C'est la Puis, première qui a été jetée à terre, puis c'est la dernière qui va se relever. Tu sais. C'est très difficile. Ouais. Puis là, mettons, Ouais. qu'est-ce que vous faites? Ou, tu sais, j'imagine que vous connaissez un peu l'équipe de tourisme Abitibi-Témiscamingue, que vous êtes super créatif, innovateur, super résilient. J'imagine que vous avez déjà essayé de travailler sur des stratégies, des solutions, des affaires de même, tu sais. Ben là, on commence parce que, tu sais, ben je veux dire, on a fait plein de stratégies, puis à chaque 2 jours, il fallait les jeter aux poubelles. Puis on a fait plein de budgets, puis aux 2 jours, on les jetait aux poubelles. Mais là, on commence à travailler. On va rentrer un nouveau modèle d'affaires qu'on va présenter à notre ministre du Tourisme la semaine prochaine. Un modèle d'intervention dans notre région, là, qu'on pense que ça va porter fruit, là, tu sais, de travailler autrement. Mais je peux dire que c'est sûr que Tourisme est Abitibi-Témiscamingue, si on peut le dire ainsi. Je te dis qu'on avait le droit de sacrer puis de dire des mots, là. Ben, est sur le cul parce qu'on est à peu près 5 employés sur 20. Puis, OK. tu sais, il n'y a plus de taxes sur l'hébergement parce que tu sais que nous, vous savez que nous, on gérait le 3,5 % quand tu vas coucher à l'hôtel, ils te chargent 3,5 % pour la taxe d'hébergement. Mais nous, toute la taxe de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est nous qui la gérions. 0. Fait que, tu sais, là, ces montants-là, ils servaient à faire la promotion de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est mais ça? nous, on faisait beaucoup de développement dans la région, vous savez, avec Cultura, Accès plein air. On a créé Ménachune, une organisation autochtone. On a créé l'agence d'attractivité. Fait que, tu sais, tout ça nous permet quand même de faire travailler du monde. Fait que nous, comme région, ils sont pas à l'ATA, mais ils travaillent, ils ont des contrats pour ces organisations-là. Fait que ça nous permet de maintenir une force de travail quand même. Là. Sinon, là, ça serait vraiment un désastre. Oui. Puis, tu sais, puis vous autres, vos membres, c'est les entrepreneurs du domaine touristique, les restaurateurs, les hôteliers, les festivals. Eux autres, ils mangent la claque aussi actuellement, là. Ah oui, oui. Vraiment. Puis je te les dirais. Hôtels, j'essaie d'imaginer, mais il doit y avoir pas personne dans les hôtels actuellement, là. Ben là, les hôteliers actuellement vont héberger beaucoup des gens qui sont en lien avec l'état actuel. C'est ça, ou des travailleurs du réseau de la santé, ou des gens qui sont contaminés, ou des femmes qui sont victimes de violences conjugales, parce que là, vous savez, ça a quand même augmenté un peu, pas mal. Fait que, tu sais, c'est pas des belles situations, mais je veux dire, nous, quand même, on a eu... ce que j'ai appris là-dedans, c'est au Québec, on est tellement solidaires. J'ai vu une belle solidarité. Tout
toutes les associations touristiques régionales, on est autour de notre ministère. On travaille avec l'Alliance de l'industrie touristique. On a une voix, là, tu sais, là. Fait que nous, quand on consulte nos membres, on les a tous appelés, tous. Ceux qui ont répondu, à peu près 150. J'ai pas le coronavirus, j'ai juste une allergie, OK? Phew. On pensait qu'on pouvait pogner ça à travers l'écran. C'est pas chic. C'est vraiment pas chic faire ça. Mais, tu sais, il y a une belle solidarité, puis on a une voix. Puis nous, nos membres, là, je te dirais, souvent, je disais aux membres de mon conseil d'administration, parce que j'ai dit, crime, on passe tout le temps pour une gang de chialeux quand on monte en haut, tu sais. Pour dire quelque chose, les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, puis Jean-Pierre Frigon, que tout le monde connaît, je dis, nous autres, en Abitibi-Témiscamingue, on n'est pas chialeux, là. On est allumés. Nos membres sont allumés en tabarouette. Fait que toutes les modifications qu'ils ont demandé, ou sur les subventions, toute l'équipe, on avait la possibilité de monter ça aux autorités. Puis Caroline, on réussi à participer aux modifications. Fait que, il y a quelque chose qui se passe au Québec actuellement. Dans chaque crise, il y a toujours un petit trésor. Puis moi, je découvre la société. Je redécouvre la société dans laquelle je vis, québécoise, qui pour moi est une des plus belles sociétés au monde. Puis je me considère vraiment privilégiée. Et je fais vraiment confiance au génie québécois pour nous sortir de... On va sortir de ça. C'est assez incroyable comme situation. Il y a des belles choses qui ressortent de ça. Pendant que tu parles, il y a Alexandre dans son Témiscamingue Alexandre, natal. tu parles beaucoup, hein, il te l'a dit au début. C'est pas ça, c'est qu'il fait des tests d'éclairage avec sa blonde, on dirait, là, parce qu'on l'a perdu à cause de la noirceur du Témiscamingue. Fait que total. Mais c'est ça, Randa. Tu sais, mettons, là, c'est sûr que quand on pense l'industrie touristique, on pense, rapidement, là, les campings. Qu'est-ce qui va se passer? Pour les snowbirds. OK, pour les snowbirds. OK. Après ça, mettons, les parcs, mettons, on a 2 beaux parcs nationaux en région. Ils vont rouvrir progressivement pour des activités quotidiennes, journalières. Ça va peut-être être plus pour la population de l'Abitibi-Témiscamingue, là, tu sais. Ben là, pour l'instant, je pense pas que ça va voyager beaucoup, là, au Québec, là, avec ce qui se passe à Montréal, puis le Montréal bashing, puis les régions bashing, là. Hein? C'est un peu bizarre, hein? Le monde mettait des photos, genre, comme s'il y avait eu un écroulement dans le parc, puis venez pas le monde de Montréal, puis... Bon, c'est drôle. Ouais, mais c'était dit quand même, c'était quand même sympathique, là. C'était pas. Non, c'est sûr. C'était sérieux peut-être, mais. Tu sais, la joke est bonne 1000 fois, là. La 1001e fois, elle est plus drôle. Elle est moins bonne. Elle est moins bonne. Mais nous, on s'apprête, là. On est en train de préparer une campagne de promotion, de réappropriation du territoire, de redécouverte du territoire sur notre clientèle intra-régionale, parce que on a appelé nos membres, puis je vous dirais que au moins 87% nous ont demandé d'intervenir sur le marché régional après le Québec, puis après l'Ontario. Mais là, USA, France, on oublie ça là pour. Outre-mer, c'est de valeur parce qu'on commençait à avoir du succès là à l'international, mais bon, ça sera pas avant 2-3 ans, c'est sûr. Mm-hmm. J'imagine que c'est quelque chose c'est une réalité que la plupart des régions vivent ces temps-ci. Tu sais-tu si ailleurs, ils s'organisent autrement? Pareil. C'est pareil. C'est la même chose partout, dans le fond. Tout le monde se concentre un peu sur sa population locale en disant on va essayer de les faire sortir pour se sauver un peu. Oui, mais les dynamiques régionales sont différentes. Les politiques, là, les élus, c'est différent d'une région à l'autre. Je dirais que nous, on a beaucoup l'esprit ouvert. En tout cas, il n'y a pas eu de Montréal bashing beaucoup chez nous, là. En tout cas, dans la veille qu'on a fait. Mais ce qu'il faut savoir, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que là aussi, dans cette crise-là, on n'a jamais autant entendu parler de tourisme, OK? Puis on n'a jamais entendu autant parler que le tourisme était un vecteur économique important. Mais au-delà des retombées économiques, c'est toutes les retombées intangibles. Colin, c'est notre qualité de vie, c'est notre plaisir de vivre. C'est nous, les locaux, avant, les visiteurs qui participons au festival, qui faisons des activités, qui sortons. Tu sais, on a le goût de sortir, là. Moi, j'ai le goût d'aller dans mes parcs, j'ai le goût de faire des activités. Je suis prête, là. Puis, toujours en respectant les règles sanitaires et de distanciation, mais... Oui.
C'est le fun. Là, ça s'en vient. On va avoir une saison touristique différente. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de monde qui n'avait pas l'habitude de visiter leur région, qui vont la découvrir, puis qui vont la faire découvrir à leurs enfants. Fait que non, moi je suis réaliste, mais optimiste. Et il ne pourra pas avoir de festival, il ne pourra pas avoir de spectacle non plus dans des salles. Ça va être quand même difficile. Tu sais, je veux dire, tu peux peut-être visiter un musée, mais avec une bulle autour de toi. Tu sais, Ben, il y en a qui ne pourront pas ouvrir les petits. Là. Ça va être difficile. Tu sais, une maison du frère Moffett, là, avec les règles de distanciation sociale, ne pourront pas rentrer 2-3 personnes. Tu sais, il y en a qui ne pourront pas, mais ils sont déjà en train de penser à d'autres activités à l'extérieur. Fait que les gens de la région sont bien, bien créatifs. oui. Puis quand on a appelé, là, moi, quand moi, je suis sur le téléphone, là aussi, je les appelle, là, puis j'étais découragée. J'en ai pas pogné un qui était découragé. C'était tout de bonne humeur, résilient. On va s'en sortir. Je me disais, mais voyons donc. Y en a-tu qui t'ont dit, yes sir, une année de break? Non. OK. Non. Non, pas du tout, mais j'étais impressionnée qu'ils n'étaient pas découragés parce que j'entendais dire dans les régions du Québec, bon, on est obligé de fournir de l'aide psychologique, nos membres sont en détresse, tout le kit. Et moi, je m'attendais à en tout, je pense, 1 sur 167 qu'on a réussi à rejoindre par téléphone, qui avait besoin, puis elle, vraiment, c'était normal là, qu'elle ait besoin, mais j'en revenais pas, je me disais, ben, ils sont faits de quoi? Ils sont faits de quoi, ce monde-là? T'entendais juste ça, que le monde était découragé partout, puis nous autres, ça riait, faisait des jokes. Non, on va s'en sortir, on va toffer. C'était vraiment, je vais te dire, un des plus beaux coups de la théâtre que d'appeler tout le monde de même. Mm-hmm. Ça a été vraiment, moi, ça a fait du bien à mon état psychologique. J'ai hâte ça m'a remis les 2 yeux devant les trous. Hein? J'ai hâte d'entendre Christian Frenette là-dessus parce que lui je sais pas si tu le connais un petit peu. Ben non, c'est bien correct. C'est quelqu'un qui travaille dans une salle de spectacle aussi. Fait qu'il est du côté technique de travailler dans ces événements-là, mais il y a aussi un groupe de musique qui est quand même assez populaire, qui roulait beaucoup au Québec. Puis, tu sais, eux, j'imagine, là, je parle pour toi, là, mais je me dis, l'été, c'est une méga saison pour vous autres. C'est là que ça se passe. Là, cet été, pas de spectacle. Pas de contrat. Savoir, ceux qui produisent la culture aussi, les acteurs qui sont dedans, tu sais, un musée va rester là pour l'année d'après. C'est des années qui sont bien difficiles, mais tu sais, l'artiste qui produit, lui, va-tu avoir encore le goût de produire? Va-tu avoir le goût de se mettre la tête sur la sellette, tu sais, pour continuer là-dedans, parce que c'est pas évident pour ces gens-là non plus, là, tu sais. Fait que François est rendu qui fait des questions comme le gars de La soirée est encore jeune. Et la question est tellement longue qu'à la fin, tu réponds oui ou non. On s'approche de nos modèles, François. On va réussir à les accoter. On va réussir à les apporter comme il faut. C'est bon. Fait que qu'est-ce que t'en penses, Christian, de ça? Ben, tu sais, on se cache pas qu'on est d'un air là, qui vient de virer sur le top, ben raide. Puis je pense que la journée que tout a viré de bord, Frank, t'étais là à Salle, hein, là où on était en train de faire le général de secondaire en spectacle, justement, avec un paquet de jeunes dynamiques, crinques et raides. On reçoit un texte dans le milieu de l'après-midi, on n'est plus sûr, on n'a aucune idée de ce qui va se passer, puis on ne sait pas si ça va être court terme ou long terme. On n'a aucune idée, on est d'un néant total. Puis c'était la même affaire pour tous les jeunes, tout le monde capotait un peu. Puis là, c'est le paquet de questions qui est arrivé. Là, on se dit, on se tourne-tu vers la plateforme web, on s'en va-tu tout de suite essayer de faire le secondaire en spectacle live sur Internet. Puis on n'a même pas été capable de prendre des décisions tellement que c'était fou, ben raide. Puis sérieux, c'est quelque chose de gros qui se passe présentement parce qu'on se cachera pas qu'une diffusion web, ça coûtera jamais un spectacle sur scène. On n'ira jamais chercher le feeling puis le public qui rend ou en tant que guitariste, admettons, moi quand on finit les tunes, on finit un show, ce que le public me rend, c'est 1 million de fois ma paye, puis là on n'a plus accès à ça présentement. Fait que là c'est là qu'il faut qu'on essaye un peu de je sais pas de se rapprocher des vraies valeurs, des vraies choses on a comme plus les mots présentement, on est d'un néant tellement incroyable qu'on sait pas pantoute où c'est qu'on s'en va. Puis je comprends, tu sais, pour Randa, c'est la même affaire, c'est encore pire parce que nous autres, on parle juste du créneau musical, juste le théâtre, la musique, les affaires comme ça, mais taboy, où c'est qu'on s'enligne avec tout ça? Fait que
c'est tous des métiers que souvent ton année fiscale, elle se fait en 3 mois là, pendant l'été parce que c'est là que ça se passe. Vous autres, Là, avec l'UBIC, aviez-vous des contrats prévus cet été qui ont été annulés? Nous autres, on a une couple de shows qui ont été cancellés, on n'a pas eu le choix, puis c'est juste que tout récemment, là, jusqu'à la semaine passée, on était encore en train de remettre des shows jusqu'au printemps 2021. On avait une tournée avec le groupe Caravane qu'on n'a pas eu le temps de finir. Fait que là, on essaye de rebooker ça. Sauf que où est-ce qu'on va en être rendu en 2021? Où est-ce qu'on va? On va-tu encore avoir le droit d'être dans la salle? On va-tu être à capacité réduite? Comme moi, je travaille à la salle des Jardins. C'est une salle de 500, je pense qu'on a 570 personnes, quelque chose comme ça. Si on tombe à 250 personnes, on vient carrément de mettre la hache dans le trip là, commun là, du spectacle sur scène. Puis nous autres, on n'en vit pas. Moi, j'ai pas vraiment un chèque de paye. Vous avez déjà vécu l'histoire des pertes de revenus quand les disques ont un peu disparu là, il y a une couple d'années. Puis là, on dirait que c'est comme une deuxième prise ou un deuxième coup dur. Tu sais. Ben ça dépend de quel bord de la médaille qu'on se met un peu. Tu sais, moi, j'ai toujours été pro download ma musique. Tu sais, je veux dire, je fais pas de la musique pour devenir riche, je fais de la musique pour que tu l'écoutes et tu tripes. Tu sais, puis que tu viennes à mes shows. C'est ça l'important. L'important, c'est pas de vendre des albums, c'est que tu viennes à mes spectacles et qu'on tripe. Tu sais. Ouais. Moi, download là ma musique. Ah ouais, nous autres, nos albums sont tous gratis sur YouTube, sur toutes les plateformes imaginables. Tu sais, paye pas, à moins que tu veuilles une copie physique. Mais si t'as pas besoin de ta copie physique, sérieux, va chercher puis triple, tu sais, là, je te la donne, la musique. On n'attend pas après cette paye-là pour vivre, nous autres, dans le fond. Là, le poids de tout ce qui se passe présentement, c'est vraiment culturellement parlant, puis ce qui va arriver pour les événements puis les festivals, là, il est là le problème. Ouais, c'est ça. Au niveau touristique, il y en a peut-être comme ça pour qui, mettons, la saison touristique, c'était comme un bonus ou c'était un petit surplus ou quelque chose de même. Tu sais, comme les restaurateurs, j'ai l'impression que c'est peut-être pas en tout cas, peut-être pas en Abitibi-Ouest, là. C'est pas les touristes de l'extérieur qui font rouler les restaurants en Abitibi-Ouest. Sauf que la shot du rodéo, par exemple, pendant une semaine, là, ils font un peu plus d'argent, puis ça les aide, j'imagine, pour les mois qui sont plus difficiles, tu sais. Toi, Alex, t'es un cuisinier aussi, t'es bien impliqué dans plein de projets au Témiscamingue. C'est un peu la même affaire aussi, j'imagine, au niveau alimentaire, là, tu sais. Ah ben c'est sûr. Là, au niveau de toute la restauration, là, tous les événements qui seront pas là, c'est ton été qui vient de tomber à l'eau. Là, tu sais, c'est dans n'importe quel. Mon micro est allumé, hein? Oui, on t'entend c'est bon. super OK, c'est bon. Tu sais, peu importe dans quelle région où t'es, c'est toujours tes festivals. Les locaux sont là à l'année, mais où est-ce que tu vas finir par faire ton argent, c'est clairement à cause de tes festivals, les retombées économiques qu'il y a avec tes touristes. Là, c'est sûr que ça va être affecté. Puis là, ça va encore plus loin que ça, tu sais, avec la distanciation sociale, tellement de la misère à le dire. Les restaurants, dans le fond, ils se ramassent là avec, on sait pas quand est-ce que ça va ouvrir, on sait pas comment que ça va ouvrir, puis peu importe comment que ça va ouvrir, c'est une charge de travail et des frais fixes qui vont être tellement important pour ces gens-là qu'on ne sait pas là, comment que ça va aller. Là. On a beau essayer de le voir d'un bel œil. Dans le fond, là, moi, présentement, je suis pas restaurateur, fait que je m'inclus en le disant, là, mais je veux pas qu'on pense que ça m'affecte à ce moment-là de ma vie. Non, mais tu étais impliqué un bout de temps, me semble, avec la foire gourmande, puis plein d'affaires de même, me semble aussi. Oui, ben là, présentement, je suis dans la foire gourmande. Là, je suis le comité de la foire gourmande, fait que c'est sûr que là, bon, il faut qu'on se revire de bord là, avec ça. Là. C'est définitif, là. On peut pas laisser juste les choses tomber comme ça. Fait que c'est sûr que là, on fait des CA, on regarde où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis, mais tu sais, je peux pas parler beaucoup, parce que je sais pas qu'est-ce qu'on fait présentement. On n'a rien. Puis je vais pas dire des choses là qui seraient à travers mon chapeau, là, mais ouais. Ça va ta tuque? À travers ma tuque, oui, effectivement. Je commence même à avoir très chaud, ça doit être parce que je te parle. C'est ça, c'est l'émotion quand on me parle. Ça fait souvent ça. Fait que Randa, tu sais, vous autres, vous continuez tu dis que vous essayez de travailler sur la prochaine saison, c'est ça que je comprends. Vous travaillez pour l'été 2000, un peu 2021, tu sais. Tu sais, il ne faut pas oublier que la saison touristique, d'habitude, elle commence à la Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'il y a bien des choses qui risquent de changer. Puis, tu sais, la Suède a démontré que le non-confinement a pas... si tu regardes les mathématiques, là, le nombre de décès chez eux en rapport avec le 10 millions là, de population, ben il est pas plus élevé que chez nous. Tu sais, puis les restos étaient ouverts, les magasins étaient ouverts, les bars étaient ouverts, tu sais,
c'était les personnes à risque qui étaient confinées. Ouais, je pense je pense que la clé, c'est qu'il n'y a pas de CHSLD en Suède. Oui, ben ils ont eu beaucoup. C'est pareil comme chez nous, c'est là qu'ils ont eu beaucoup de décès, tu sais. Mais je me dis, garde, on le sait pas, tu sais, le gouvernement fait. On sait que c'est un peu essai-erreur, là, ce qu'on est en train de tenter de faire. Mais moi, je pense bien qu'on va avoir une saison touristique avec bien des Abitibiens puis bien des Témiscamingues qui circulent partout là, dans la région. Mais, tu sais, Sébastien, en même temps, pour l'industrie touristique, tu sais, on dit des fois, en arrière de chaque drame, il y a des opportunités, là, mais tu sais, la plus belle chose que l'Abitibi-Témiscamingue avait à offrir, tu sais, au niveau touristique, c'était l'espace. Puis, oui. Tu sais, plus que jamais, l'espace va valoir cher. Tu sais, tous les gens qui vont avoir peur de se retrouver à 100 ou 200 dans une salle, d'autres, on va pouvoir lui offrir des lacs immenses, on va pouvoir lui offrir d'être tout seul dans le bois. Tu sais, je pense que ce qu'on avait de mieux à offrir aujourd'hui, là, il vient de prendre sa vraie valeur. Puis, tu sais, ça va être le défi de l'ATR, puis des gens de l'industrie. Ça va être de prendre cette porte-là, de mettre le pied dedans, puis d'en profiter pour accueillir le max de monde possible. Ben, on a du poète au pied carré aujourd'hui dans notre émission, hein, pareil. C'est beau ce que tu dis, Eric. C'est vrai ce que tu dis, c'est beau. Je pense qu'à notre émission aujourd'hui, là, ça va être une espèce d'échange avec les profils d'invités qu'on a. Hein. J'ai le goût qu'on invite Alex tout de suite, puis on continue notre échange. Excellent. Hey, Alex, je te parle la toune. Alex. Patno. Yeah! C'est notre cadeau. Tu sais, vous n'êtes pas payé pour participer, fait qu'on vous fait un petit jingle de même. Ah ouais, mais je me sens comme crooner là, avec un jingle de même. C'est ça. Vedette, hein, quand même. Ouais, solide. Fait que toi, là, tu sais, l'histoire, c'est qu'il y a une couple de semaines, notre ami Steve Nadon nous a dit, moi, je vais aller participer à votre podcast, mais allez vous montrer comment faire un steak sur le barbecue. Et là, finalement, après 22 minutes de délucubration, on a comme fait, man, tu m'as juste dit de mettre mon steak à la température de la pièce. J'ai comme rien appris d'autre. Fait que là, on s'est dit, on va inviter un vrai cuisinier pour nous donner des conseils. C'est à peu près ça, hein? Je pense que Steve, là, c'est le cloud. Le cloud a fucké son steak. Oui, c'est ça. Il voulait nous montrer des vidéos, puis là, il les avait sur son ordinateur, puis là, ça marchait pas, puis tout. Finalement, ça a viré en chronique humoristique plus, tu sais. Fait que là, on s'est dit, on va inviter un cuisinier pour être un peu plus safe sur sa recette, tu sais. Parce qu'on on aime ça manger, nous autres. Moi, ça paraît plus que François, là, tu faisais ça. Parenthèse, là, ben moi, c'est parce que c'est pas bon ce que je fais. Tu sais, je me suis fait un pas de tête tantôt, là, c'était mauvais. T'as fini en toast au croton, vous, les gars. C'est ça ton truc pour rester svelte, toi? Je m'applique pas dans mes runs. Cuisine de la merde, puis il mange rien. Ouais, fait que on t'écoute, Alex. OK, je starte ça là. J'écoute, je vais essayer de faire de quoi qui va bien paraître et qui va faire que Steve va mieux paraître la prochaine fois pour ses steaks. C'est ça. Ben dans le fond, moi, je vais bien simple. J'y vais vraiment avec je veux qu'on retourne à la base de tout. Là. On va parler, dans le fond, d'assaisonnement. Je me trouve vraiment drôle. Là, après tout ce beau speech-là sur le tourisme et tout, moi, je m'en viens avec mes assaisonnements à steak. C'était écœurant. C'est ça notre concept d'émission. Hein, Seb, il est venu avec une petite étoile dans les yeux là, depuis que tu as commencé à parler d'épices à steak. Là. Je pense que ça ouais, mais c'est ça. Mais tu vas voir, je vais peut-être te déconfire un peu parce qu'il n'y en aura pas tant d'épices à steak. Fait que on va parler sel. Fait que assaisonnement, sel, poivre, les épices un peu, puis la cuisson tout court, tu sais, comment qu'on va faire ça. Fait que pour commencer, au niveau sel, OK, quand on fait cuire une viande, il faut l'assaisonner. OK, ça c'est définitif. Puis il faut pas avoir peur de l'assaisonner, notre viande. Tu sais, moi je suis pas docteur, je suis pas là pour ton cœur ou whatever. Là, je suis pas Horatio justement. Fait que je vais te dire mets-en du sel parce que c'est de l'amour, c'est du goût. Fait que pour commencer, je vais te parler de ce petit sel-là ici que j'ai amené. C'est comme ça. Oui, ça a l'air exotique. Oui, c'est très. Ça, c'est le sel traditionnel qu'on a là, à la maison. Là. Check bien, il s'en va à terre. On n'en veut plus de celui-là. C'est pas plus compliqué. Tu t'en veux pas de celui-là. Ça sert. C'est pas bon. C'est pas un bon sel. Moi, je te conseille, si tu vas aller là, dans
de l'argent, le moyen, mettons, un budget moyen, tu vas acheter du sel cachère comme ça, un sel un peu plus, une plus belle qualité. Ça, ce que ça fait, c'est que quand tu assaisonnes, tu vas avoir des belles croûtes sur ta viande quand tu vas la faire cuire. C'est à ça que ça sert, en fait, l'assaisonnement, à donner du goût, mais aussi faire des croûtes sel, poivre. Donc, le sel cachère qui va être un sel qu'on va utiliser pour assaisonner avant cuisson. Okay? Moi, je pensais que le terme cachère, c'est une affaire religieuse. Écoute, sérieux, tu me pognes un peu parce que dans le sel cachère, j'ai aucune idée pourquoi cachère. Tu y as goûté, puis c'est vrai qu'il est meilleur que l'autre, mettons? Oui, c'est clair. Ah, il y a pas, déjà, il n'y a pas de sucre dedans. L'autre sel, il y a du sucre dedans. Hein? Okay. Ouais, check bien ça. On va reprendre ma boîte. Ah non, je t'ai croyé, mais... Par le rabbin, effectivement. Je suis en train de fouiller la définition de cachère, là. François, reste avec nous autres. Ici, tu as le sucre dans le sel. Honnêtement, pour le cachère, le savoir. Fait que t'as pas besoin d'acheter un sel, tu sais, genre d'Himalaya qui a été cueilli par un moine vierge. T'es pas obligé, là, tu sais, je veux dire. C'est un sel qui aurait été saigné à blanc, là. Oui, exactement. Tout est dans l'abattage du sel. C'est ce que j'ai dans. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est pas très, très vegan, ce sel-là, finalement. OK. La fleur de sel, que là, ça, c'est un sel de finition de cuisson. Mettons que tu te gâtes et tu achètes la fleur de sel, tu mets pas ça au début de ta cuisson, ça te sert à fuck all. Ton sel, dans le fond, il va être beaucoup plus... c'est un sel qui est plus grossier. Si on ne veut pas grossier, mais plus gros, qui va donner de la texture une fois que tu vas croquer dedans. Fait que ça donne comme des petits edges là, à la fin quand tu le manges. Mais ça, tu le mets pas au début. Ça, c'est le genre de sel, dans le fond, que tu peux mettre à la fin, juste avant de manger, que ça soit un tartare, un carpaccio, whatever. Mettre sur ton steak aussi. Finir ça là, à la salt bee, là, de même, là, fleur de sel. C'est ça, le petit... c'est ça, le petit... c'est ça, lui, là, que lui tourne. Ça, c'est bien meilleur quand tu fais ça, là, tu sais. Ouais. En tout cas, on peut passer à autre chose. Fait que ça c'en est pour le sel. OK? Vite fait, là, on récapitule. Ce sel-là, on n'en veut plus. Ça, c'est parfait. OK. Fleur de sel, fin de cuisson. Après ça, dans le fond, tu as les poivres. Là, le poivre, même chose encore là. Tu as des qualités. Première chose à faire, s'il te plaît, sors ton poivre déjà moulu clubhouse de ton sac sous poubelle. Ça, ça pue, ça pique le nez, ça sert à rien, c'est bon rien. Ah ouais, en fait, tu peux même pas le sentir, ça gratte trop. Mais fait que ça, tu jettes ça. Après ça, tu vas t'acheter une poivrière, une vraie bonne poivrière. Ça, c'est un minimum à avoir chez vous. T'achètes une Trudeau, parce que ta Trudeau, tu peux la changer à vie. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que tu l'achètes une fois, puis après ça, tu peux aller retourner au magasin le nombre de fois que tu veux, ça brise. Ça fonctionne. Je te le garantis, je l'ai déjà fait. Fait qu'après ça, écoute, poivre noir, bien classique. Moi, tant qu'à moi, c'est ça qui fait le plus la job. En grain, t'achètes ça. Tu mets ça. Fait que là, dans le fond, bien simplement, ton steak, tu l'as sorti d'avance, comme ton chum Steve disait. Une coupe, tu peux sortir une bonne heure d'avance, tu l'as tempéré. Tu y fais une croûte de sel assez généreuse, sel, poivre des deux côtés. Tu as acheté une pièce de viande, un bon pouce d'épais minimum, parce que tu veux pouvoir y donner une cuisson. Fait que ça, c'est comme la base de la base, là. Je vous ai toutes, il y a personne qui parle, il y a personne qui me pose des questions. Ben non, mais on est intéressés, mais oui, c'est ça. C'est intéressant. Ouais, fait que à ce moment-là... Moi, j'aurais une demande spéciale. Tu pourrais-tu me dire une pièce de viande, genre que j'aurais de l'air hot, puis que ça serait pas trop cher, mais ça serait bon? Tu sais, genre, l'araignée, c'est pas pire, ça? C'est drôle là, j'avais ça dans mes notes. La viande, c'est sûr qu'à la base, si tu veux flasher, déjà tu t'achètes une bonne viande, t'achètes pas de la scrap, là, t'achètes de quoi de bon. Dans les pièces moins connues que moi je tripe, on a l'onglet. L'onglet, c'est fabuleux. C'est une fibre qui ressemble beaucoup à la bavette, mais encore plus goûteuse. Moi, c'est l'amour de ma vie. Après ça, l'araignée, c'est super intéressant.
beaucoup plus mince, plus touché pour la cuisson. Mettons, là, je te dirais pas là, si tu te sens un peu focal sur un barbecue, lance-toi pas tout de suite sur un araignée parce que tu l'auras pas saignante si t'aimes ça saignante. Puis la macreuse aussi. Macreuse, c'est vraiment cool. Une autre pièce super le fun là, qui sont beaucoup moins coûteuses, mais beaucoup plus goûteuses. Hey, c'est beau, hein? Moi tout, j'en fais de la poésie. Wow! C'est moins coûteux, mais plus goûteux. Fait que ça, c'est 3 pièces là, qui me font solide triper. Sinon, ben, t'as des classiques. Pas de tomahawk. Sérieusement, achète pas un tomahawk. Là, à moins que tu veuilles vraiment flasher au niveau d'une présentation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est un genre de T-bone, mais fancy. Là. Ben, pas T-bone, ça va être le ribeye. Dans le fond, là, qui est comme le faux filet avec l'os. Mais l'os, tu sais, il y a ça de long d'os. Là. Faire une cuisson de bœuf avec os, c'est toujours intéressant, ça donne plus de goût. Mais tu sais, dans le fond, le pied de plus d'os que toi, tu le payes pour fuck all, à part pour faire une belle présentation dans ton assiette. Ça sert à rien d'autre que ça. Là. Fait que, mettons que t'as pas le goût de mettre un budget qui sert à rien, ça sert à rien. Mais c'est quand même, c'est cool à voir. Tu sais, mettons que t'as le goût d'épater une fois dans ta vie, ça fait brontosaure. T'as l'air un peu des pierres à feu puis c'est nice. Ouais. Moi, j'achète le bœuf des frères Bégin. Tu sais, j'ai confiance. Je pense que c'est des animaux qui sont heureux. Puis, honnêtement, je le vois la différence aussi quand je me fais un steak haché. Là, je vois vraiment la différence d'une boulette de mon bœuf par rapport à une boulette d'épicerie. Ça, je pense que de plus en plus, c'est disponible. Parce que moi, on achète un quart de bœuf, là, mais je pense qu'en région, maintenant, on peut plus. C'est-tu vrai ou c'est encore difficile? Ou, c'est faisable parce que là, maintenant, dans le fond, on a une boucherie abattoir qui est là. Donc, si tu fais, je veux pas dire des conneries, là, mais si tu fais passer ta bête par cet abattoir-là, dans le fond, tu as le droit d'avoir cette bête-là, ça c'est définitif. Mais il faut, dans le fond, que le propriétaire des bêtes envoie ses animaux à cet abattoir-là. À ce moment-là. Après ça, si je me trompe pas, on a le droit aussi. Je sais pas si c'est comme ça dans le bœuf pour vrai. Là. On peut-tu acheter, mettons, dans une boucherie du bœuf régional? Directement chez le à part chez Desprats, il n'y a pas personne d'autre qui va en avoir. Ils peuvent en avoir, mais les producteurs le font pas parce qu'il faut qu'il y ait à faire abattre à l'extérieur de la région. Puis ça, c'est coûteux, c'est compliqué, ça stresse les bêtes. Ils sont même pas sûrs que c'est leurs bêtes qui reviennent. C'est super, super compliqué, tu sais. Donc, mais tu sais, mettons, oui, c'est tous des noms que je connais pas, que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Tu sais, c'est pas des viandes qui se trouvent dans un IGA, exemple. Ben écoute, de plus en plus, mettons, dans l'IGA à Rouen, un moment donné, je suis allé puis je suis tombé sur de l'onglet de bœuf. Il y en avait, mais il y en a, c'est rare. C'est la première fois que je voyais ça. Tu sais. Puis peux-tu le demander? Tu peux-tu aller comme au comptoir du boucher puis dire, je voudrais avoir un morceau de... c'est des commandes qui sont très spéciales. Fait que d'après moi, il y a un client qui en a commandé, puis les autres qui en ont commandé de plus, puis ils ont mis ça au comptoir. Parce que sinon, c'est pas des pièces qu'ils vont garder, parce que c'est pas des pièces populaires. Fait qu'ils vont se ramasser à être obligés de faire du haché avec. Fait que ça, c'est un peu à perte. Fait que, je comprends. C'est pas quelque chose qui est très populaire. Mais si tu vas chez ton boucher, lui, tu lui demandes d'habitude, c'est des pièces qu'ils vont être capables d'avoir, surtout si c'est un boucher qui travaille carcasse, tu sais, que c'est pas un boucher qui travaille juste des pièces qui arrivent dans le fond puis qui font juste retravailler vite fait. Okay. Mais mettons les techniques que tu nous expliquais là, avec, avec les assaisonnements au départ, tu peux faire la même chose avec un steak d'épicerie là. Ben écoute, ça, c'est tout dépendant de la qualité que toi, tu as envie d'avoir. Tu sais, tout est faisable, sauf que ton steak d'épicerie, tu n'auras pas nécessairement la qualité que tu vas avoir décidé d'aller chercher chez ton boucher, tu sais, parce que tu peux avoir la même qualité à la boucherie qu'à l'épicerie, mais tu n'auras pas la même qualité à l'épicerie qu'à la boucherie. Je sais pas si tu me suis, dans le sens où tu peux avoir du donnant-donnant, la même chose, mais chez les bouchers, la plupart sont quand même assez spécialisés pour garder en stock des trucs
plus haut de gamme, tu sais. Donc, à ce moment-là, ben là, c'est préférable d'aller à la boucherie, tu sais. C'est sûr. Parce que moi, j'ai l'impression, là, mettons, dans mes techniques de cook, là, sur un barbecue ou de steak, tu sais, j'achète pas des pièces de viande, mettons, de qualité tant que ça, parce que j'ai l'impression que je vais en scraper pareil, puis ça sera pas meilleur. Ben, c'est exactement pour ça que je suis en train de t'expliquer comment tu vas faire ton steak. Là, tu vas le faire direct comme je te le dis. Parfait, voilà. on va écouter ça. Là, François, tu vas écouter attentivement. Tu vas te forcer, tu vas devenir bon, puis après ça, tu vas devenir gros comme moi. Cuisson. Dans le fond, c'est pas bien compliqué. Ton barbecue, là, que ce soit au charbon ou au propane, tu mets ça dans le tapis tête, OK? Tu veux que ça soit chaud. Tu y vas là, pour un bon 15-20 minutes de chauffage de grille intensif. Une fois que c'est vraiment bien chaud, là, dans le fond, ta pièce de viande qui a été préalablement assaisonnée. Puis quand je parle d'assaisonnement, je te parle de sel et de poivre, pas d'épices. On n'est pas rendu là encore dans le processus si jamais tu as eu envie de mettre des épices. Là, tu vas envoyer ta pièce de viande sur ta grille qui est extrêmement chaude, puis elle va avoir le goût de rester là entre 2 à 3 minutes environ, 4 minutes. Vous allez voir, je vais avoir fait un petit vidéo parce que tu veux une crust là-dessus. Tu veux que ça devienne, tu veux qu'il y ait une belle croûte. Alors, le gras de la viande, le sel, le poivre vont enrager, vont faire une croûte. Puis là, tu sais, on le veut là dans le tapis parce qu'on veut que ça croûte fort. On veut qu'il y ait des petits coins noirs. S'il te plaît, laisse-les les coins noirs. C'est ça le barbecue. Faut que ça goûte un peu le brûlé. Ça, c'est du taste gratuit. Ça vient avec. C'est ça que tu veux. Tu le veux, ce petit bout-là. Tu veux pas que ça aille un peu bouilli. Le marquage, les espèces de grilles là qu'il y a là en losange, c'est pas nécessaire. C'est cute, mais moins t'en as, puis plus qu'il y a de croûte, mieux que c'est. C'était le Saint Graal de Steve, hein, ça, le X, le grillage, là. Non, mais tu sais, c'est beau, là, ça fait vraiment beau, ça fait sharp, là, mais ça, à part être beau, ça sert pas grand-chose, à part que tu sais que tu saisis où ce que là, mais plus que tu as saisi de même, plus que tu as de goût, plus de umami qu'on appelle, cette croûte-là est fantastique, c'est ça qui développe les saveurs. Dans le fond, c'est la réaction de Maillard qu'on appelle, qui fait que ça brunit comme ça. Fait que tu veux pas que ton steak soit noir à grandeur, tu veux qu'il soit brun, bien foncé, croûté, puis qu'il y ait des petits coins noirs. Là. C'est ça, c'est crunchy, ça, c'est savoureux au coton. Fait que là, ça, t'as fait ça du premier côté, schlac, t'as revé ça de bord, du deuxième côté, même chose. Après ça, ton grill, t'as gardé un côté qui avait pas de flamme. J'ai oublié de le mentionner au début, là, mais mettons, là, tu fais ta cuisson côté gauche, ton côté droit, il n'y a pas de flamme. Tu vas prendre ta pièce de viande, tout dépendant de son épaisseur. Tu sais, tu fais cuire un T-bone qui est 1 pouce d'épais, un mignon 2 pouces et demi d'épais. Tu sais, on va s'entendre. Fait que t'envoies ça du côté indirect qu'on appelle. Il n'y a pas de flamme en dessous. Tu mets ça là, tu fermes le couvercle de ton barbecue. Puis là, tu vas le laisser cuire 2, 3, 4 minutes. Là, dans le fond, c'est ça qui va le finir pour pas qu'il brûle sur ta grille. Mais première étape, quand tu saisis, tu fermes jamais ton couvercle. Ça, c'est non. Une fois qu'il est saisi des deux côtés, 2-3 minutes, belle crust, t'envoies ça du côté. Et pas de flamme en dessous, donc indirect, tu fermes ton couvert. Et là, dans le fond, là, tu vas avoir un steak qui va avoir vraiment de la gueule, tout dépendant de la cuisson. Je juge personne, même si tu le prends bien cuit. Ben oui, ça, je te juge, mais c'est pas grave. C'est pas vrai. Mais il là, continue à cuire aussi après. Quand tu l'amènes dans la cuisine, il continue de cuire, tu sais. Fait que moi, je veux pas qu'il soit noir d'un bord à l'autre. Fait que là, je capote dans la maison, là, je crie aux enfants, venez manger! C'est comme s'ils ont 30 secondes pour venir le manger, sinon je t'en... Ben non. Là, tu fais une grosse erreur, mon gars. Je t'avertis. Oui, la pire erreur. Je t'explique pourquoi. Quand tu commandes un steak, tu sais, mettons, là, tu t'en vas au restaurant, puis là, t'es avec, je sais pas, moi, je suis avec ma mère, puis ma mère a fait « Ah, je vais le prendre bien cuit, j'aime pas ça le sang. » Bon, même si tu prends un steak saignant dans la vie, il n'est pas supposé d'avoir de sang dans l'assiette. Pourquoi qu'il y a du sang? Exactement l'erreur que tu viens de nommer, tu ne l'as pas laissé reposer. Ça, c'est l'étape la plus importante dans la cuisson d'un steak. Fait que quand tu finis de sortir, quand tu le sors de ton barbecue, que tu amènes ça dans ta cuisine, tu le laisses sur le comptoir, dans le fond,
normalement, c'est à peu près le même temps qu'il a cuit. Fait que là, dans le fond, il va reposer. Je t'explique ce que ça fait le repos. Dans le fond, quand tu mets ton steak, quand tu saisis ton steak sur la grille, là, tu le mets sur la grille, lui, il arrive, là, il est là, et il capote, mais il aime pas sa vie, là. Fait que là, tu viens de le stresser solide. Fait que là, lui, là, tout le sang qu'il y a en dedans, là, il fait comme fuck off, puis il s'en va en plein milieu. Puis il est là. Puis là, toi, là, dans le fond, quand tu sors du barbecue puis que tu amènes ça dans ton assiette, puis que tu sacs le couteau dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme oh yeah! Fait que là, il se relâche. Fait que là, tout le sang va dans ton assiette. Le sang et les sucres de cuisson, les jus de cuisson qui donnent la saveur, puis de la tendreté, puis de la jutuosité, appelons le même, à ton steak. Ben, il sac tout le camp. Fait que c'est ça. Fait que le repos, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand tu sors du barbecue, tu laisses reposer. Mais lui, là, pendant qu'il est dans le milieu de même, là, il repose. Là. Oh, il s'en va tout partout où ce qu'il devrait aller. Il se replace tranquille, puis là, il donne la saveur à ton steak. Tu sais. Là, t'as le summum. Puis quand tu vas le couper, il va être saignant. Il n'y aura pas de jus dans ton assiette parce que tu l'as laissé reposer. C'est malade. Puis là, dans le fond, cette étape-là, il y a 2 écoles de pensée. La première, c'est emballer dans du papier d'aluminium pour pas qu'il perde sa chaleur. Mais là, c'est sûr qu'il faut le laisser cuire un peu moins longtemps, une petite minute de moins, juste comme pour être sûr qu'il overcook pas dans ton aluminium. L'autre école de pensée, c'est dans ta maison, ton four il est allumé. Fait qu'une fois qu'il est comme reposé, ton four il est à 500, mettons, tu le remets une petite minute dans le four juste pour y redonner un peu de chaleur, puis allez hop, avec une sauce bouillante, il est prêt à être servi, puis la vie est belle. OK. Tu as répondu à ma question que je m'en allais te poser. Oui. Hey, c'est malade. Moi, j'ai faim. Hey, oui, je ne m'attendrais jamais d'entendre un cook parler de bouffe. Là. Hein? Il est bon en plus, hein? Ah, il est bon pour vrai. T'as déjà fait ça des chroniques de bouffe de même? J'ai jamais fait de chronique, en tout cas pas à mon souvenir. J'ai fait une couple de trucs à radio, là, mais tu sais, c'était pas des recettes, c'était des... T'es fait pour faire ça, sérieusement, là. Hey, moi, Merci. Moi, j'ai une question, là. C'est mon beau-frère. Mon beau-frère, il nous a emmené ce truc-là, là, quand on fait du steak, là. Je m'expose, là. Peut-être que c'est dangereux, les trucs de beau-frère dans le steak. Ça part mal. Lui, là, il mettait, tu sais, il fait mariner un peu son steak avec du Beauvril de bœuf pour y redonner. Ah, je savais que j'allais me faire juger. non, mais je l'aille pas son truc, il est bon et ça goûte bon pareil. Ah, écoute, ouais. Faut l'essayer pour savoir. Ah, non, mais je dis ça, là, peut-être que si tu me dis fais plus ça, c'est pas une bonne idée, je le ferai plus. Là. Non, mais écoute. Je te fais plus confiance avec un steak, là, ça fait 20 minutes, t'entends parler, puis tu clenches mon beau-frère. Ouais, mais écoute, peut-être, je connais pas ton beau-frère, mais juste une chose que je sais, par exemple, c'est que tu m'as dit que tu avais scrappé un pad thai, puis t'aimes comme son steak à lui, fait que tu sais que d'autres toi mangerais son steak à lui, là, c'est pas grave, là. C'est correct, t'as le droit, là. Et puis, une autre question aussi, je voulais te la poser plus tôt, là, j'ai pas eu le timing, mais nous autres, on achète des fois là, du sel de mer. T'as pas parlé du sel de mer, c'est-tu quelque chose qui se compare à un des 3 que tu nous as parlé tantôt? Oui, écoute, tu sais, je suis quand même pas le gars le plus calé au monde en sel, là. Mais la fleur de sel, à la base, c'est du sel de mer, mais plus raffiné un peu. Je te dirais que je pense que ça se tiendrait entre la fleur de sel puis le sel cachère. Au niveau du flocon, là, du sel de mer va ressembler plus au niveau du sel cachère, là, la grosseur, la friabilité, si on veut, là, quand tu croques dedans. Mais je peux pas aller plus loin que ça dans l'information. Les épices à steak, c'est pas proscrit, OK? J'aime ça, des épices à steak, moi aussi. Le best, c'est de se faire des mélanges maison. Il y a d'excellentes recettes pour se faire des mélanges d'épices maison. Si t'as pas le goût de te casser la tête, t'achètes des épices à l'épicerie. Achète, s'il te plaît, des épices sans sel. Je t'explique pourquoi. Parce que le sel, le taux de sel dans ces épices-là est très élevé. Puis c'est pas juste que c'est très élevé, c'est que dans le fond, t'as pas le contrôle sur comment que t'en mets. Fait que ton petit chic de même, là, t'as comme plein de mélanges d'épices là-dedans, fait que t'as pas le contrôle à savoir comment de sel tu mets à toutes les fois que tu le mets. Fait que mettons que tu veux beaucoup d'épices sur ton steak, mais t'as mis vraiment beaucoup de sel aussi. Tandis que l'autre version,
tu sales ton propre steak. Après, tu mets des épices sans sel, donc t'as pas trop salé ton steak. Puis les épices à steak, toujours au moment où ce que tu mets ton steak au niveau en cuisson, là, tu passes du saisissage quand tu le mets sur ta grille en cuisson indirecte, là, tu mets tes épices à steak. Parce que si tu les mets pendant le saisissage, tu brûles tes épices et c'est pas bon. C'est une grosse erreur qu'on fait. Puis en parcimonie, surtout si on a un steak d'une excellente qualité, parce qu'on veut pas le masquer. Le poivre, c'est parfait là, pour une... Okay. Non, puis aussi, il faut faire attention à la sauce qu'on va aller avec. Tu sais, un mélange d'épices à steak Montréal, c'est délicieux, là, ça pourrait, c'est bon. Mais si c'est une sauce, peu importe, là, une béarnaise, tu vas pas fuiter avec, là. Fait que, tu sais, il faut faire attention. C'est le poivre, c'est le best. C'est cool, ça, que tu viens de nous dire comment faire une sauce à un moment donné. Je sais pas si on est rendu là, mais... moi, écoute, au niveau, comme je te disais, les sauces, moi, ça m'intéresse. J'ai pas le goût de donner des recettes directes parce que je trouve que c'est quand même touché, là, comme je te disais l'autre jour, mais faire des sauces, c'est clair. Non, mais mettons un cours 101 de c'est quoi les sauces. Il n'y a pas juste la sauce au poivre dans la vie, là, tu sais. Non, c'est pas, ouais. Effectivement, hey, moi, ça Alex, pourrait être nice. Écoute, là, moi, si tu veux, là, on t'adopte. Si tu veux, moi, je capote bien raide, là, j'apprends des affaires hallucinantes, puis c'est très simple, on s'entend aujourd'hui, là. Tu voulais qu'on commence à la base, là. Mais, oui, tout à fait. Mais hâte demain d'ouvrir mon barbecue et d'essayer des affaires. Là, tu sais. Mais tout, je pense que je ne fais pas de barbecue. Juste j'ai une petite mini-question. Ah ouais, garde-toi. Hey, je suis une fille, c'est moi qui pose plus de questions en cuisine. Est-ce qu'il faut l'huiler, le steak, avant de le mettre sur le grill? Non, absolument pas. Tu vas déjà avoir, dans le fond, le gras du steak. Là. Peut-être que c'était quelque chose de très, très, très maigre, mais encore là, ce qui arrive souvent, c'est qu'avec une chaleur vraiment craquée, là, comme que je t'ai dit, voyons, l'huile que tu vas mettre dessus, la graisse que tu vas mettre dessus, normalement, tu tolérera pas ce niveau de chaleur-là, fait que tu vas y amener un goût plus acre pour rien, ça va brûler ton huile, finalement. Hey, merci, Alex. Pour vrai, là, moi. Merci, Alex. C'était vraiment intéressant. Tu devrais vraiment te partir un podcast à toi. Écoute, j'aimerais mieux te garder pour nous autres, là, mais pour vrai, j'ai déjà un nom pour ça. Pour vrai? Ah, yes, ouais. On va te propulser si tu pars ton podcast, man. Propulsé par les survivants. Pour vrai, là, sérieux, là. Wow, moi, je suis capable d'arrêter. Puis là, c'est rien, c'est juste auditif, là. Mais quand vous allez voir les images qu'il va nous envoyer, puis on peut-tu juste aimer ta page Facebook, puis s'en être ton ami, puis voir tes assiettes, parce que c'est hallucinant. Ben, moi, je veux devenir ton ami Facebook. Sérieux? Oui, certainement. Il n'y a pas de problème, mais vous pouvez aller sur ma page Insta aussi, là, qui même les assiettes sont belles. Même sa vaisselle, c'est écœurant, tu sais. Et si on veut goûter à tes produits, à ta bouffe, Alex, ça se passe où? Ben là, présentement, ça se passe pas, hein, on va se le dire, malheureusement. Mais moi, dans le fond, là, je fais du chef à domicile depuis 2012, en fait, que je fais du chef à domicile. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est que tu m'appelles, tu t'organises une gang entre 10 et 20 personnes, puis moi, je débarque chez vous avec un menu 4, 5, 6 services. C'est des tasting menus gastronomiques, là. Puis c'est ça, là. Puis dans le fond, moi, de la façon que ça fonctionne, oui, je peux me promener dans toute ta question, là, j'imagine que c'était ça, je peux me promener dans toute l'Abitibi-Témiscamingue. C'est sûr que certains coins, j'ai pas le choix. Faut que je charge le transport et quelquefois même la place où dormir. Là, d'après moi, tu vas te ramasser à la mode plus vite que tu penses. Toi. Mais tu sais, mettons exemple, oui. Un groupe, là, tu parles, exemple, moi, à ma job, on ferait un souper de job, on pourrait t'inviter à quelque part, puis là, toi, tu cuisines pour nous autres, puis on se paye le gros trip. Oui, ouais, ton beau-frère Beauvril, là, tu pourrais y payer à la traite. Beauvril. C'est le beau-frère Beauvril, là. Il vient dans la cuisine et il essaie de te montrer comment par-dessus ton épaule. Le combat des chefs. Non, mais tu sais, moi, j'ai jamais comme participé à cette game-là, mais tu sais, il y a souvent, genre, tu sais, des gars qui s'auto-proclament le pro du barbecue dans la place, là. Fait que moi, j'ai pas été le pro du barbecue, je les laisse faire, puis je suis bien content de manger le steak quand c'est fait. Puis c'est comme le pro du barbecue, là. Ouais, mais c'est ceux-là les plus dangereux. D'habitude, ils mettent du Beauvril sur leur steak. La sauce soya, ben ouais.
Ouais. Merci, Alex. T'es Hey, naïf. ça fait plaisir, vraiment. Quoi, tout ça. Merci beaucoup, Alex. Vraiment plaisir. On passe à notre troisième invité. Ah, moi, j'ai tellement hâte d'entendre ta tune. Ah, c'est moi? OK, oui, check bien ça, man. Check bien ça. Live. En tabarnouche. Éric Fournier. Hein? C'est carré? C'était écœurant. Bon, je suis pas dans un band de musique, là. Je vais vous le dire tout de suite. Non, c'était bon, c'était parfait, man. Oui, OK. Ah Bon, oui. merci. Ouais. Hey, je suis content Je suis un que tu peu dises ça. Et l'autre, il dit que je suis jaloux. Salut, Éric. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité, oui. T'es en poste comme directeur du développement. C'est ça ton poste? Oui, oui. Directeur du développement à la MRC d'Abitibi-Ouest depuis... T'es arrivé genre un mois avant la COVID à peu près ou 2 semaines avant? Même pas. Je suis arrivé... ma dernière décision comme directeur à la ville de Macamic, c'était de dire on ferme la bibliothèque parce qu'ils viennent de nous dire qu'on ferme les endroits publics. OK. La première rencontre d'équipe à la MRC, c'était de dire vous pouvez plus aller rencontrer vos collègues de travail dans le bureau, garder de la distanciation sociale, puis OK. ça se peut qu'on ferme le bureau dans une semaine. Fait que pour de vrai, j'ai été à mon bureau à la MRC 7 jours, puis depuis ce temps-là, je suis revenu dans mon sous-sol, puis je fais du Zoom, puis des conférences téléphoniques comme j'en ai jamais fait. Oui, c'est ça. Puis, Ouais. tu sais, la gang à MRC doit être content que tu sois arrivé, en tout cas, à ce moment-là, parce que tu travailles fort, je pense, depuis le début du confinement. Hein? Ah, les journées sont bien occupées. Ça faisait 2 ans qu'à chaque journée, quand ma blonde demandait comment ça va, je dis la journée a passé trop vite. C'est encore la même affaire. Changer de job, mais les journées passent trop vite. Mais quand c'est quelque chose que t'aimes, pas que j'aime travailler en situation de confinement et tous les problèmes que ça amène, là, j'aimais bien le beau côté du groupe minier. C'était un peu plus agréable à gérer comme problématique. Là, mais c'est un travail que j'aime bien. Là, fait que, Parce que là, il y a quand même beaucoup de concertation. Tu sais. Rapidement, là, après quelques jours, il y a plusieurs acteurs qui ont décidé de travailler ensemble pour essayer d'aider les commerces et les industries d'Abitibi-Ouest. Fait que toi, tu es un peu, t'es comme sur le siège un peu du pilote là, depuis. Tu es arrivé assez quand même rapidement dans la patente, là, tu sais. Là. Puis c'est impressionnant quand même la mobilisation de tous les acteurs autour de la situation. Oui, ben c'est intéressant. Puis, ce qui arrive aussi, c'est en même temps, on n'a pas des grosses équipes. Nous, à la MRC, là, l'équipe de développement, on est 5 personnes. Tout le monde a des petites organisations de 5, 6 personnes. Des fois, à la Chambre de commerce, sont 2. Dans le fond, ce qu'on se dit, c'est tellement immense qu'il nous a tombé dessus du jour au lendemain. C'est-à-dire, si on est chacun à 1 ou 2 à essayer de faire de quoi de concret chacun de notre côté, puis qu'on ne se parle pas, si on fait la même affaire sans se parler, finalement, on n'a pas avancé bien plus loin. Là. Fait que la meilleure façon d'intervenir, c'est vraiment au moins de se parler puis de savoir ce que chacun fait. Puis ne serait-ce que pour ne pas faire la même affaire chacun de notre côté. Là, au moins, on est capable de faire chacun notre bout. Les consignes du gouvernement aussi, au début, changeaient quasiment à chaque jour. Là, il annonçait quelque chose dans un point de presse. Puis 2 jours après, c'était pas encore descendu dans les ministères. Fait que, tu sais, au moins, quand tu rencontres des employeurs, des entrepreneurs, il faut que tu leur dises, faut que tu aies une espèce de compréhension commune de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que tu es obligé de parler avec les partenaires dans ce cas-là, tu sais. Puis parlons un peu de... Les premières semaines, c'était fou pour ça, là. On ne suivait pas, là. Je pense humainement, personne ne pouvait suivre. Parle-nous un peu de, tu sais, l'importance de l'achat local, comment tout à coup ça a ressorti, puis la réaction des partenaires en créant Espace Abitibi-Ouest, Espace à eau. Parlons un peu de ça, c'est intéressant, je trouve. C'est le fun de voir une belle mobilisation. Oui, tu sais, l'achat local, ça fait des années qu'on en parle. Là. La plupart des chambres de commerce, les gens qui travaillent dans le développement, on parle d'achat local, ça fait longtemps. Là. Mais tu sais, les gens, quand ça va bien, tu vois pas nécessairement la nécessité de l'achat local. Sauf que le jour où on te dit tu restes enfermé dans ta maison, puis que tu fais seulement les déplacements essentiels, là, ça devient doublement important que le magasin du coin soit ouvert, que la quincaillerie du coin soit ouverte. Fait que tu sais,
déjà là, il y a une prise de conscience des gens on prenait souvent pour acquis nos dépanneurs, on prenait pour acquis nos épiceries, puis la fin de semaine, on allait magasiner à Rouen, puis on ramassait. Puis regarde, la plupart des gens le font de cette façon-là, sauf que là, il y a comme eu une prise de conscience que ces commerces-là, quand il y a un tuyau qui pète chez vous le samedi matin, tu ne veux pas faire 3 heures de route pour aller chercher une pièce à la quincaillerie. Tu veux l'avoir proche. Il y a eu ça, puis il y a aussi le fait que du jour au lendemain, tout le monde perd sa job. Là. Fait que là, d'un coup, tu prends conscience que, tous ces commerces-là, ils emploient quand même du monde. Fait que, je pense qu'il y a eu un beau mouvement des gens de vouloir encourager les commerces locaux. Puis, ce qui était intéressant, des petits gestes, des fois, dans le développement, quand c'est des décisions qu'on prend qui peuvent avoir un impact, on l'espère, sur le long terme, là, mais on a la chance en Abitibi-Ouest d'avoir quand même des épiceries dans plusieurs villages. Puis, malheureusement, ça fait longtemps que je travaille dans le développement, puis on en a vu plusieurs fermer dans les dernières années. Puis, on fait beaucoup d'efforts pour essayer de maintenir en place ceux qui sont là. Puis, là, justement, avec ça, on a des belles petites épiceries dans nos villages aussi, là. Ouais, c'est ça. Puis, c'est cool, tu sais. Puis, ça a été dans les... Tu sais, je te dirais, ces gens-là se sont rapidement tournés de bord pour offrir justement des services de livraison, des services de cueillette à domicile. Puis, à un moment donné, il y a eu d'autres MRC où il s'est organisé des services de transport, soit par la MRC dans le secteur d'Amos. Puis, il y a des gens qui nous ont interpellés pour voir, est-ce que vous allez mettre en place un système de livraison pour ces choses-là. Mais en faisant le tour, on s'est rendu compte que justement, ces commerces-là de proximité avaient déjà répondu à la demande, puis ils avaient déjà mis des systèmes en place. Fait que, notre décision, ça a été de dire, regarde, on dédoublera pas. Là, c'est l'occasion pour eux de démontrer à leurs clients comment c'est payant d'avoir un commerce de proximité, de démontrer aux gens que ils sont importants. Quand ça va mal, ils sont là pour eux. Puis en espérant que quand ça va redevenir à la normale, que cette relation-là qu'ils ont pu développer, elle se continue dans le temps, puis qu'on continue à avoir des commerces de proximité. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est de prendre contact avec eux, puis de voir de quelle façon, est-ce qu'il y a des messages qu'on peut faire pour que vous aider à maintenir ce service-là, puis à optimiser, mais on n'a pas voulu se substituer à ce qu'on faisait. Fait que, ça, c'est le genre de geste tu prends des décisions-là, mais en espérant que dans le futur, ça va justement aider à ce qu'il reste. La semaine passée, on a reçu Frank Beauvais de RNC Média, qui nous disait aussi que eux autres leur financement, eux autres, c'est la vente de publicité par nos entreprises locales qui achètent de la publicité. Grâce à ça, on a une couverture médiatique régionale. S'il n'y avait pas ces sources de revenus-là dans les journaux ou dans la télé ou la radio, on perd un peu. Fait qu'on se rend compte, je pense, à cause de la COVID, que puis le tourisme, c'est la même chose, puis nos artistes locaux, puis tout ça, on se rend compte peut-être un peu plus qu'on est tous interreliés de façon plus serrée qu'on pensait ou qu'on avait oublié peut-être un peu ça, là, tu sais. On dirait qu'il y a comme un petit « Ah, OK, t'es un peu, là, je les connais, là, ce monde-là, là, puis ils veulent nous aider, fait qu'il faudrait peut-être que je les aide moi aussi, tu sais. » On dirait qu'il y a un peu ça, hein? Oui, il y a un peu ça. Puis, je te dirais, dans les premières semaines, il y a eu beaucoup du travail. C'était de faire comment on fait, parce qu'au début, là, tout fermait, puis il y avait quelques commerces qui ouvraient. Dans les premières semaines, juste de pouvoir savoir qu'est-ce qui était ouvert puis qu'est-ce qui était fermé, c'était déjà un travail qui n'était pas nécessairement évident. Puis, tu sais, il y a des commerces à un moment donné qui, ils ont fermé, puis à un moment donné, l'argent qui arrête de rentrer chez vous, t'essayes d'être imaginatif puis de développer des nouveaux services. Fait que tranquillement, pas vite, il y a des gens qui ont développé les services de cueillette, les restaurants qui faisaient pas la livraison ont commencé à faire la livraison. Puis, tranquillement, pas vite, on a voulu organiser un peu parce qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit pour justement facilement trouver l'information. Si je suis un consommateur de la Sarre ou de Macamic ou de Normétal, puis je voulais savoir qui dans le coin qui offre tel produit, tel service, puis est-ce qu'il est ouvert ou fermé, on n'avait pas vraiment d'outils qui nous permettaient de faire ça. C'est fucké, c'est plus facile de trouver une affaire sur Amazon que de savoir s'il l'a dans ton village, ça. Oui, c'est ça. Puis,
c'est là qu'un peu l'idée est venue de dire, ben, est-ce qu'on pourrait se créer un portail, où on pourrait rapidement trouver toutes les entreprises d'Abitibi-Ouest. Malheureusement, ils ont arrêté d'imprimer les pages jaunes. Une couple d'années avant, on aurait pu ressortir nos vieux bottins de pages jaunes, puis on les avait retrouvés, mais en même temps, on va se mettre à l'heure de la techno, puis c'est un peu là que j'ai remis l'idée de Espace AO, qui était justement de créer une vitrine sur Internet où nos commerçants locaux pourraient... dans le fond, c'est un bottin de page jaune, sauf qu'il est à l'heure 2020, là, qui est sur Internet, puis qui permet de trouver de réunir tous les commerçants qui sont sur le territoire d'Abitibi-Ouest, puis de facilement avoir accès à leur site Internet, puis de savoir est-ce qu'ils font de la livraison, est-ce qu'ils font de la vente en ligne, est-ce qu'ils sont ouverts actuellement. Puis, on parlait de mobilisation tantôt, puis ça, c'est un super bel exemple parce que c'est surprenant à la vitesse où on a fait ça. On était 5-6 organismes un vendredi après-midi à dire ouais, ça serait cool, il faut aller de l'avant. Puis 2 semaines après, on avait réuni 60 000 $ pour mettre en place l'initiative. On avait 40 entreprises qui étaient inscrites au projet, puis qui débutaient une formation la semaine d'après pour améliorer être meilleur sur Internet, comment mieux utiliser les médias sociaux, comment être mieux en contact avec leurs clients. Fait qu'en même pas un mois, on est parti de zéro, rien, même pas une idée de projet, à quelque chose qui aujourd'hui est fonctionnel sur Internet. Puis que j'ai une question là-dessus. Je trouve que c'est vraiment une belle mobilisation, là, puis des belles initiatives là, depuis la crise du COVID. Mais avant ça, j'ai l'impression qu'en Abitibi, même à grandeur d'Abitibi, c'était pas comparé au Témiscamingue, là, c'est moins valorisé comme les petits commerces locaux. J'ai l'impression que au Témiscamingue, les gens encouragent plus les petits commerces, puis on en voit plus. Là, il me semble que je ne verrais pas un Walmart, puis un McDo, puis un Kentucky à Ville-Marie. Là, les gens, c'est plus petit que la Sarre, mais il y a plus de restaurants, il y a plus de petits commerces locaux. C'est-tu une impression que j'ai ou c'est vraiment comme ça? La question est pour Alex, là, dans ce cas. OK, c'est plus pas. C'est dur à dire. Parce que dans le fond, je suis tout seul à avoir remarqué ça. En fait, là, moi, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que il y a eu des tentatives pour avoir des trucs de plus grande envergure, si on peut dire ça comme ça, au Témiscamingue, mais ça a été bafoué du revers de la main. Les entreprises ne voulaient pas venir s'établir ici parce qu'il n'y a pas assez de population. Donc, je crois que, exemple, un Tim Hortons qui serait venu ici aurait sa place, malgré que moi, j'en voudrais pas. D'après moi, ça roulerait quand même parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui vont malheureusement consommer à New Lescard à côté. Là, les gens sont fâchés présentement là, de la frontière, justement, parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils sont sûrs que ça leur coûte moins cher là-bas pour plusieurs raisons. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, j'imagine que ça dépend de comment tu consommes, plusieurs choses comme ça. Mais il y a quand même une très belle vague de consommation locale au Témiscamingue, ça c'est définitif. Mais je pense que ça a même un petit peu la même mesure que partout, là, sans vouloir rien diminuer. Mais chaque territoire a un peu son portrait qui est différent. La particularité du Témiscamingue, c'est que Ville-Marie, qui est la ville-centre, c'est quand même la plus populeuse, mais il y a quand même il y a plusieurs villes de taille comparable. Puis le mouvement de centralisation des commerces vers la ville-centre, qui j'ai l'impression que peut-être ailleurs. Ça s'est moins concentré vers Ville-Marie. Fait que tu as encore des concessionnaires auto dans d'autres villages que Ville-Marie. Les magasins de linge à Béarn, exemple, là, on ne verra pas ça à Clerval, un magasin de linge. Là. Mais en même temps, en Abitibi-Ouest, c'est sûr que la Sarre, il y a une grosse partie du commerce qui est concentrée à la Sarre, mais on a quand même t'as quand même Macamic, t'as quand même Palmarol, t'as Dupuis qui ont un certain nombre de commerces. Mais c'est sûr qu'il y a comme ce mouvement-là de centralisation, là, on le voit à tout plein d'échelles. De la même façon que l'économie s'est centralisée vers Montréal. Ouais. T'as un pôle provincial, puis ça, t'as des pôles régionaux. Fait qu'on le vit à plus petite échelle, là, mais là, on espère que le mouvement d'achat local, c'est une prise de conscience. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau elle va perdurer dans le temps. Mais je pense qu'il est intéressant en même temps que
cette conscientisation-là pour l'achat local. Il y a tout le mouvement aussi d'approvisionnement, ils appellent ça en circuit court, les achats responsables. On prend conscience de notre dépendance aux autres. Dans le fond, d'avoir des oranges qui arrivent de Floride, un bœuf qui a traversé la frontière. Tant que les frontières sont très perméables, puis qu'on n'avait jamais vécu ça de fermeture de frontières, sauf que le jour où Donald Trump, l'autre bord, qui décide, nous autres, on a besoin de masques médicales, puis peu importe, pas que la tradition de 200 ans de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, on garde tout ça pour nous autres. Là, ça te fait prendre conscience que demain matin, là, si t'en pognes un autre zélé qui décide que là, les oranges ne traversent plus, que le steak ne traverse plus, que là, ça devient comme plus important de dire jusqu'à quel point, surtout au niveau alimentaire, jusqu'à quel point on est capable dans une certaine mesure, de s'autosuffire. Ça, je pense qu'il y a ce mouvement-là aussi, en plus de l'achat local, il y a tout le mouvement de soutien au niveau des producteurs alimentaires. En Abitibi-Ouest, les paniers locaux, ils ont mis ça en vente sur Facebook, puis en 3 jours, les 150 paniers qui étaient disponibles ont été vendus. Là. C'est pas non plus quelque chose de nouveau, c'est la 4e année que la SADC fait ça. Ouais, mais c'est un espèce de phénomène culturel. Il y avait déjà du monde qui était sensibilisé. Là, peut-être qu'il va en avoir plus avec la situation. Ouais. Mais ça, en même temps, c'était une vague qui existait. On était surtout associé avec le mouvement vert, parce qu'en arrière de ça, les achats, la consommation responsable, les achats durables, il y a tout un mouvement vert qui est là en trame de fond. Probablement que les événements ont accéléré ce mouvement-là. Je pense pas qu'il va. On va avoir fait des pas beaucoup en avant rapidement. Je pense pas qu'on va revenir en arrière sur ces éléments-là. En tout cas, pour ce qui est de la production alimentaire. Puis on parlait tantôt du bœuf. Est-ce qu'on est capable de manger un bœuf qui est produit ici puis de le manger? Le fait que justement, l'industrie du bœuf est concentrée en peut-être 3-4 abattoirs qui abattent tout le bœuf pour le Canada, puis ça a donné qu'ils sont pognés avec des éclosions de COVID, puis que là, les abattoirs sont fermés, puis c'est ce qui fait qu'on a de la misère à avoir du bœuf sur les tablettes d'épicerie. Fait que là, tu te rends compte que de concentrer toute ta production sur 2-3 sites. Ça peut tuer le savoir-faire aussi. J'imagine que ça fait des générations que le producteur de porc n'a plus ses bêtes puis qu'il les arrange plus. À un moment donné, il ne sait plus comment faire. Ouais. Le producteur de lait, c'est pas nécessairement faire du fromage. Puis. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps. Il y a quelqu'un qui me disait que l'Abitibi-Témiscamingue, c'était une des régions où il y a le plus de production de bœuf au Québec. Puis c'est plus facile d'avoir de la viande d'orignal par un beau-frère que d'avoir de la viande de bœuf de la région. C'est fucké. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Là, sauf qu'en même temps, le système a été mis là pour des contrôles de qualité. Dans le fond, les gros abattoirs, c'est qu'à un moment donné, je comprends, mais on ne peut pas se faire empoisonner par la viande, mais... Mais le modèle, c'est sûr qu'il y a eu tout un modèle de développement industriel. C'est sûr qu'il faudra leur questionner aussi. Là, dans l'agro comme ailleurs, il y a eu un modèle où on a voulu tout avoir des grosses affaires. Puis, en parallèle, on commence à apprivoiser le modèle avec des plus petits producteurs, de la production un peu plus à échelle humaine. Puis, avec le bœuf, ça fait des années qu'on parle en région du bœuf à l'herbe, des bœufs sans hormones de croissance qui, en quelque part, ont un plaisir à vivre dans le temps qu'ils vivent. Là, les morceaux comme les abattoirs de proximité ou ces choses-là, on commence à en réavoir. Puis, justement, ça a réactivé la discussion sur justement ces projets-là d'abattoirs qu'on a en région. Mais on parlait d'abattoirs en région il y a 20 ans quand j'ai commencé à travailler dans le développement. On leur sort encore, mais... On parle toujours d'abattoirs en région. Tout est une question de timing des fois. Fait que, on essaie de voir est-ce que là, il y a une fenêtre. Parce que comme dit François, souvent en parlant de son petit monsieur, c'est moi que tu l'appelles, François, hein, ton petit monsieur? Tu dis souvent en parlant de lui, tu dis souvent « small is beautiful ». Mais il y a une tendance là, de vouloir acheter chez des producteurs à échelle humaine.
On sait que les virus comme la COVID puis tous ces virus-là, ils se développent dans les excréments de ces cheptels-là immenses. Là, moi, je me cherche un producteur de chauve-souris régional, si possible. Si vous en trouvez, j'aimerais ça en avoir. Je pense qu'il y a une tendance, il y a un marché pour ça. Les changements climatiques, sans vouloir être un prophète de malheur, c'est une réalité qui est là. Puis, quand tu regardes ça, oui, je pense qu'on a fait un méchant bout sur la libéralisation. On commande de quoi? On parle des achats sur Amazon, ces affaires-là, là, mais c'est un peu... C'est fou quand tu regardes ça. Là, on va acheter 3 vis sur Amazon, ça va partir de la Chine, emballé dans une boîte individuelle. Puis là, à un moment donné, c'est à des mesures, là, à la limite, je pourrais comprendre qu'on achète un conteneur de T-shirts, qu'on l'amène ici, puis après ça, on le remet dans un réseau de distribution. C'est un non-sens total. On les ramène à l'unité dans des conteneurs, puis des boîtes, puis des... Ça, c'est rendu fou. Là, mais... Oui, on entend le bout un peu du modèle, tu sais. Oui, fait que... Éventuellement... Peux-tu nous parler rapidement pour terminer de la ruche ou il est trop tard, il est trop de bonne heure? On peut avoir un petit scoop? Un petit scoop, oui, parce qu'on est en train de travailler justement pour compléter la plateforme Espace à eau. C'est que Desjardins, là, en collaboration avec la ruche, ils ont parti à une initiative. Là, je ne me rappelle plus exactement le nom de l'initiative, là, mais pour faire bref, là, ce qu'on regarde, c'est l'opportunité de lancer une campagne, inviter les gens à se procurer des certificats cadeaux auprès des commerçants locaux. Puis grâce à justement le programme que Desjardins ont mis en place avec la ruche, chaque dollar que les gens vont acheter dans un commerce local, il va y avoir $1 qui va être remis à un organisme socio-communautaire du milieu. Il est possible là, de pouvoir réunir on espère pouvoir convaincre les gens d'aller acheter au moins 25 000 $ de certificats cadeaux dans des commerces d'Abitibi-Ouest, ce qui va nous permettre en même temps d'avoir un 25 000 $ qu'on pourra remettre soit à des banques alimentaires ou des trucs comme ça pour en aide aux gens qui ont été plus affectés. Tu veux faire un cadeau à quelqu'un que tu aimes, tu achètes un certificat cadeau de 25, 50, 100 $, puis tu encourages l'achat local. Puis de l'autre côté, Desjardins vient à côté ton même montant pour des organismes communautaires qui aident le monde qui en ont besoin. Tu sais. Ça, c'était carré comme concept. Oui, ça, c'est super le fun. Puis là où c'est doublement intéressant avec le certificat cadeau, on a parlé beaucoup de restauration, de gens dans l'industrie touristique. Il y a encore des entrepreneurs qui sont chez eux puis qui attendent avec impatience de pouvoir recommencer à gagner leur vie. Je pense aux massothérapeutes, je pense aux coiffeuses. C'est une super belle opportunité de dire, regarde, on achète le certificat de cadeau de 25 $. Là, on le sait tout qu'on va falloir se refaire couper les cheveux à un moment donné, puis on a hâte d'avoir la coiffeuse. De se payer. On n'osait pas t'en parler, Eric. Là. Non, mais là, j'étais avec la coupe COVID. Je suis jaloux de tes cheveux, Randa. Il y a juste Randa. Randa est immunisé avec sa tignasse célèbre. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que acheter le certificat cadeau, c'est qu'on va pouvoir lui donner l'argent tout de suite pour qu'il puisse payer ses comptes aujourd'hui. Au moment où il y en a le plus de besoin. Ça va l'aider dans son cash flow. C'est accessible à toutes les entreprises en Abitibi-Ouest? Oui, bien là, on est en train d'attacher le financement. Projet, parce qu'il faut faire le projet, là, on a rempli les formulaires. On a initié le formulaire hier après-midi. J'ai donné un autre petit bout après-midi. Mais c'est correct, quand l'émission va être diffusée au début de la semaine prochaine. Ça devrait être en ligne. Ouais, fait que l'objectif, c'est que les gens puissent aller sur la plateforme espaceao.org. Puis là, d'ici à ce qu'on diffuse l'émission, il devrait y avoir un petit bouton qui vous permet d'avoir les informations sur ce programme-là. Puis tous les commerçants qui vont participer, on va pouvoir tout facilement les identifier puis acheter. Puis l'idée, c'est d'être le plus inclusif possible pour répondre à ta question, François. Toutes les entreprises d'Abitibi-Ouest peuvent être sur Espace à eau puis bénéficier de la visibilité et aussi de la possibilité de vendre des certificats s'ils veulent. On ne les forcera pas personne, là, mais tu sais, je veux dire, s'ils veulent. Fait que il n'y a pas personne qui va se faire dire non, tu ne peux pas être sur Espace à eau. Ils vont le faire, ça vaut le coup, là. Je vais en acheter. Mais oui. Mettons un Jean Coutu pourrait participer à ça.
Oui, bien, c'est de quoi Jean Coutu est déjà sur la plateforme Espace AO. Ouais, il y a eu toute une discussion quand même sur. Il y en a qui sont propriétaires, il y en a qui ont quand même des employés, il y en a qui produisent ici, il y en a qui vendent ici. Fait qu'il y a quand même toute une réflexion là-dessus. Là. Mais l'idée, c'est d'être le plus inclusif possible, je pense. Hein, Éric? Oui, ben dans le fond, il allait avec les commerces. Dans le secteur du commerce de détail, tous ceux qui ont pignon sur rue un peu partout en Abitibi-Ouest sont inclus dans la plateforme. Après ça, je te dirais, tous ceux qui offrent des produits, qui ont des services, thérapeutes, les gens qui ont à la limite, tout ce qui est producteur, je pense les aciers JP, Métal Marquis de ce monde. Éventuellement, on veut recueillir toutes les entreprises. Je vous dirais, la seule limite, entre guillemets, qu'on a mis, c'est les gens qui font de la vente de produits de leur sous-sol. Ceux qui font des produits, qui leur propre savon ou qui font de la poussière dans le sous, on pourra s'afficher sur la plateforme, mais là où on a fermé la porte, c'est ceux qui font venir des produits de Chine ou ces choses-là, qui ne font que les revendre pour tout de suite là, sur la plateforme. Là, on les a pas acceptés là, pour justement moi aujourd'hui, là, je me suis à ceux qui payent des loyers puis qui nous donnent des services au quotidien. Là. Moi, aujourd'hui, je me suis acheté 2 masques faits par caoutchouc à la Reine. Puis, ils sont vraiment sur la coche, honnêtement. Là, si vous voulez vous acheter... C'est la nouvelle mode là, de s'acheter des masques. Là. Vous avez vu Horatio aussi a maintenant un masque. Si vous voulez vous acheter des masques vraiment ça coche, caoutchouc, il y en a sûrement d'autres aussi en région qui en fabriquent, qui sont super bons. Là. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment content de mon achat. Puis, je les ai commandés hier, puis je les ai eu aujourd'hui livrés à ma porte, service de feu. Wow. Moi, je les ai achetés de l'atelier de couture à Normettal. Ah, bon, tu vois. Ouais. Malheureusement, c'est pas encore la mode tant que ça de les porter en ville. Je te dirais, ça fait 2 fois que je vais faire l'épicerie en ville, puis je me sens tout seul pas mal avec mon masque. Mais... Ben moi, je suis allé au dépanneur, puis j'avais l'impression de faire un hold-up avec ça. Je suis rentré gêné. Puis le gars à la caisse m'a regardé, puis il m'a dit « Salut, Sébastien. » Je me suis rendu compte que moi, le problème, c'est pas ça. C'est en haut ici, là, pas moyen de faire un hold-up avec ces yeux-là, tu sais. Mais moi, j'avais une question, mettons, là, sur cette plateforme-là, est-ce que... Non, toi, tu peux pas, t'es au Témis, toi, arrange-toi. Ouais, mais c'est ça, là, c'est plate, parce que, en fait, ce que je visais, c'est que je voulais savoir si toi, t'étais sur la plateforme, Sébastien, parce que moi, je t'achèterais un certificat cadeau pour le cadre de... Horatio, hein? Horatio en arrière, c'est ça. Non, pas, là. Non, OK. Un jour, je vais le rencontrer, puis je vais lui faire dédicacer. Puis cette initiative-là, il y a aussi des choses qui se ressemblent là, à Rouyn-Noranda. J'ai vu, en ouvrant mon citoyen en fin de semaine, il y avait Abitibi-Ouest dans la première page, le back cover. Puis un peu plus loin, il y avait un peu une chose similaire à Rouyn. J'imagine qu'il va y avoir ça un peu dans toutes les régions du Québec. C'est cool aussi parce que si tu veux découvrir, mettons, une région, tu arrives à quelque part, il n'y a rien de mieux que de voir un peu c'est quoi qu'il y a. Tu arrives dans n'importe quelle région du Québec, tu dis qu'est-ce qu'il y a là? Je veux savoir c'est quoi les produits, les commerçants locaux, tout ça. Je trouve que même là, on pense que ça a l'air un peu une fermeture sur soi, mais au-delà de ça aussi, il y a de l'ouverture. Moi, je vais continuer à avoir le goût d'aller au Témiscamingue, acheter du chocolat, puis du fromage, puis des affaires cool du Témis. Tu sais. Fait que je pense qu'il faut voir ça aussi comme on se réapproprie notre territoire, puis après ça, on est fiers de le présenter aux autres. Là. Hey, merci, M. Fournier. On est rendu avec notre pêcheur préféré, international. Oui, aujourd'hui, on a appris que la pêche allait être permise, hein, cet été. Fait que on a décidé d'inviter M. Christian Frenette. Alors, voici cette chanson, elle est pour toi, elle parle d'amour. Christian Frenette. Oui, monsieur. Wow, et puis là, le volume était parfait, François. Ah. T'as trouvé le piton, hostie. Salut, Bushwalk. Salut les boys. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir. Toi, t'es comme une boîte à surprise. Tu sais, quand j'étais petit, on avait comme une petite boîte, puis on craquait ça. Puis à un moment donné, il sortait quelque chose de même. Là, tu sais. Je trouve que Christian Frenette, c'est ça un peu. Ben, tu sais jamais ce qui va sortir, la petite boîte quand tu le crains. Il a l'air un peu introverti, il a l'air un peu, même timide un peu peut-être. Puis à un moment donné, paf, il te sort une affaire, tu fais comme, ben, attends un peu, là, ça va me prendre 3 semaines d'incuber ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, là, Christian, il est propriétaire de la petite compagnie. Là, je ne sais pas comment tu le prononces, là, MHX.DNA.
Ben, tout a été revisité. Maintenant, c'est la mouche éclectique, tout simplement. Et non la mouche électrique. Hein? La mouche éclectique. Parce que toi, tu fais de la pêche. Parce que tu fais de la pêche à mouche. Oui, ça exact. a commencé comment? Puis je tiens à dire aussi, là, ceux qui ne le connaissent pas, allez voir la page Facebook là, de ça. Christian, il y a un talent pour le visuel aussi. Là. Je trouve que niveau présentation, niveau pub, là, même au début, là, les t-shirts, les photos vraiment lichées, t'as le tour de présenter tes trucs. Fait que c'est venu comment cette idée-là? Parce que moi, je te connais depuis plusieurs années, puis je savais que tu étais quelqu'un qui aimait ça aller se perdre dans le bois. Là, j'ai l'impression à un moment donné que tu t'es mis à triper sur la pêche, puis la chaîne a débarqué. Elle n'a pas rembarqué encore, crée-moi. Mais pour faire une courte histoire vraiment longue, c'est que ben moi, en fait, j'étais pas un pêcheur, là. J'étais pas un pêcheur pantoute. Puis mon ex-copine, qui est une bonne amie aujourd'hui, on a décidé d'aller à la pêche à un moment donné, puis on s'est mis à faire une pêche faramineuse au lac Abitibi, qui était, je sais pas si vous connaissez le poisson, les malachigans. Mm-hmm. Ouais, bon, ben moi, je pensais que c'était des grosses maudites la caisse. Fait que là, je pensais que je faisais une pêche de fou, moi, là, cette journée-là. Fait qu'on dirait qu'il y a de quoi qui a tilté dans ma tête bien raide, sauf que l'histoire avec la pêche à la ligne morte, je trouvais que ça manquait de sport, ça manquait d'huile de bras pas mal. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à découvrir la pêche à mouche un peu, puis j'ai découvert que le sport, c'est incroyable. Du matin au soir, tu castais, tu changes de mouche, tu refais des nœuds. Puis un moment donné, j'étais allé chez mon père, je rentrais dans une boutique de sport, puis j'ai dit au gars, moi, je veux commencer à pêcher à mouche. Ben, le gars, il m'a pogné par le bras. Je pense que j'ai encore des gales ici, là, sur le bras. Là. Il a dit, viens-t'en, on s'en va dehors, on va t'apprendre à caster. Ah, je pensais qu'il t'avait sorti en disant, on fait pas ça ici, monsieur. Ben, c'est ça, on fait pas ça en dedans, viens-t'en dehors, mon gars. On a sorti sur un méchant dent. Fait que depuis. Ça, ce gars-là, c'était-tu en Abitibi-Témiscamingue que tu l'as vu, tu l'as rencontré? Non, c'était à Victoriaville, chez mon père. Parce qu'en région, il n'y en a pas de ça, on dirait. Ou il n'y en avait pas avant toi. Bon, on se cache pas qu'on est au balbutiement du sport en région. Là, il y a bien du monde encore qui ne veulent pas y croire. Tu sais, pêcher un doré à la mouche pour bien des... Excusez-moi le mot, mais bien des bonhommes, ils ne créeront jamais à ça. Encore, moi, j'arrive des fois sur le bord des quais, puis je pêche, puis je me fais achaler toute la journée. Il n'y en a pas de truite ici, il n'y en a pas. J'ai dit, je sais, il n'y en a pas de truite, je pêche le doré. Pareil comme toi, mon gars. Puis finalement... Mais chez Beauchesne, ils ont des guides. Chez Beauchesne, la pourvoirie, ils font de la pêche à la mouche. Ah oui? Oui, ça commence... À la mouche. Ah, mais là, avec la pêche juste au vert, j'imagine qu'il y a du monde qui vont essayer de trouver des moyens d'avoir une pêche un peu plus. Exactement, François, les ménés sont maintenant proscrits. Non, proscrits. On n'en veut pas. Ouais, c'est pas ce qui est l'été. On a encore le droit aux ménés l'hiver. Je pense encore en 2021. Mais tu sais, moi, j'ai jamais pêché au méné, puis on se cachera jamais qu'une mouche. Il n'y a pas un rapala, il n'y a pas un ver de terre, il n'y a pas une trôle qui va accoter le mouvement organique d'une mouche. Tu sais, je veux dire, on parle de poêle, on parle de plumes, on parle de c'est un autre monde total, en fait. Tu sais, on pourrait délirer là-dessus pendant des heures, là, parce que je sais bien qu'il y a des gars de jerkbait puis de tout ça qui voudront jamais essayer à mouche. Mais, je veux dire, quand je m'accote sur le bout d'un quai, le gars, il rit de moi toute la journée, mais j'en sors autant que lui dans la journée. Tu sais. Puis, le monde de la pêche à mouche, c'est, un moment donné, on réalise qu'on a perdu tellement d'argent dans les branches partout autour, sur le bord du quai, qu'on a perdu nos mouches dans l'arbre là, puis dans l'arbre là, puis dans la roche dans le fond, qu'on commence à faire nos propres mouches. Parce qu'on réalise que, en tant que musicien, ça venait un peu tirer les mêmes cordes que jouer de la guitare, tu sais, faire mes mouches dans le fond, tu sais. Je réalisais que j'avais mon paquet de plumes, j'avais mes hameçons, puis je jammais. Encore aujourd'hui, faire des mouches, j'appelle ça des fly jams. C'est l'art, c'est improvisé. L'avais-tu dit que c'était un poète, ce gars-là? Moi, j'ai juste le goût d'en acheter pour les mettre dans mon salon sur le mur comme une œuvre d'art. Il doit y avoir du monde qui l'achète juste pour ça, c'est sûr. Absolument, absolument. Puis c'est un des buts de la manœuvre aussi. Tu sais, je veux dire, quand je fais une toune, c'est pas tant pour que la personne la prenne puis qu'elle ajoute. Des fois, c'est pour qu'ils l'écoutent chez eux. Fait que la mouche, c'est un peu le même principe. Tu sais, il y a certaines mouches que même moi, personnellement, je pitcherais jamais à l'eau parce que tu sais, j'ai passé quand même 1h45 avant de commencer à me demander quelle maudite plume j'allais utiliser là-dedans. Puis c'était quoi le feeling que j'essayais d'aller donner à mon hameçon. Puis tu sais, c'est Puis là, tu mets du poêle de pâte de lièvre, puis en rayon, là, tu te donnes. Exact. Puis à travers tout ça, mon but est un peu de produire de la mouche du terroir. Tu sais, avoir une mouche avec justement du poêle de lièvre de la Sarre, du poêle d'orignal de Saint-Lambert, du poêle de
La seule affaire qui est dure à trouver, c'est les putains d'hameçons. Puis il y avait une madame à Sainte-Agnès de Bellecombe qui en faisait, et je la trouve plus. Si quelqu'un la trouve, dites-moi c'est quoi son numéro de téléphone, mais c'est la seule affaire qui me manque pour de la mouche. Randa va te trouver ça avec son réseau, là. Ouais, peut-être. Mais à Sainte-Agnès, ça a l'air. Quand tu dis que tu te calmes avec ça, Christian, là, sais-tu, exemple, sais-tu telle sorte de poisson va être attiré par le poil de lièvre, par telle couleur? Tu finis-tu par comprendre ça ou bien non, c'est vraiment juste une histoire d'esthétique pour notre œil à nous? Ben, je te dirais que c'est quasiment 50-50. Il y a une grosse partie de la production de la mouche qui est faite pour l'œil du pêcheur, puis l'autre qui est faite pour le poisson. T'sais, on se cache pas qu'une mouche de 8 pouces de long faite avec ben du flash. T'sais, moi, j'ai commencé en faisant mes mouches là, avec des glaçons de Noël, des hameçons cheap du Canadien Tailleur, puis des affaires de même avec des poêles de plumeaux chez Dollarama. T'sais. Puis j'ai réalisé que c'est les mouvements qui vont attirer certaines espèces. Ils vont attirer, dire une petite mouche à truite, là, on parle dans le pas mal plus compliqué, mais c'est le mouvement. En fait, c'est le mouvement, c'est ce que ça va créer dans l'eau, la couleur. En tout cas, oui, il y a différentes écoles de pensée, mais je te dirais que le mouvement est le début de l'histoire, de ton histoire de pêche. Tu sais. Fait que ta mouche, dans le fond, grand bout de lapin qui dépasse avec une coupe de grandes plumes qui battent au vent. On se cache pas que ça va tirer et brocher, ça là tu sais. Puis après ça, tu tombes dans des affaires plus fancy, un peu avec du poêle de pattes de lièvre pour faire des mouches sèches. Tu sais. C'est un monde, là, je pourrais vous en parler pendant 75 heures en ligne, sans problème. Mais c'est une maladie mentale, comme le dit. On dit, tu sais, donne un poisson à un homme, tu vas nourrir pour une journée, apprends-y à pêcher à la mouche, tu vas le ruiner pour le restant de l'éternité. Elle va tellement coûter cher en matériaux. Là, ça il y a du boucard d'iouf là-dedans, me semble. T'as-tu d'autres moucheux, toi? Tu vas-tu chercher des techniques avec d'autres ou t'as fait ça tout seul avec Google à savoir comment faire ça? OK, il y a bien plein d'informations sur Internet, sur YouTube, sur ci, sur ça. Il y a des livres, mais c'est de rencontrer des gens qui est difficile. Puis moi, en Abitibi-Ouest, c'était vraiment dur. Je trouvais personne. Les bonhommes qui pêchent la truite à la mouche là, sont dans le fond de lac, dans le fond de la forêt, puis ils veulent pas rien savoir que j'aille là. T'sais. Fait qu'ils veulent pas me dire c'est quoi le truc. Ouais, c'est fermé pour les pêcheurs, hein? Ça dépend. Il est vraiment hot. Puis il y a des belles histoires de pêche à la mouche. Lui, quand il guide, là, il pêche toujours Fred. Tu sais, le gros géniteur brochet, là. Il dit on le sort à chaque semaine. Dis-nous son nom parce que ça a coupé et on n'a pas entendu son nom comme il faut. Jacques Tessier, puis lui, il guide. Il guide. Ah, tu connais, Jacques? Ben oui, Zoé la mouche. C'est un petit monde. Ben oui, c'est un petit monde. On se connaît tous. Ah oui, c'est ça. Vous êtes vraiment... genre 4 en région, ben vous connaissez au bout du compte. C'est ça, on s'appelle tous. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est un monde tellement... c'est vraiment large. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est de la pêche jusqu'au montage de mouches. On peut vraiment aller chercher des pulsions intérieures vraiment incroyables. Ça a l'air de rien, là, mais monter une mouche, aller la sacrer à l'eau puis pêcher son premier poisson avec ça, les boys, vous allez capoter bien raide. Parce que moi, le premier poisson que j'ai pogné, c'était loin d'une mouche que j'avais acheté. Je suis parti pour faire une autre histoire vraiment longue. Je suis parti de la salle. Moi, j'avais pas d'étau, c'était des pinces grippes pognées sur le coin de la table avec un crayon pour me faire passer mon fil, attacher mes plumes. Ça n'avait pas de maudit bon sens. J'ai sauté dans ma Mazda protégée, tout rouillé, au milieu de la nuit. Je suis descendu à Montréal. J'ai couché dans McGill en avant de la boutique. Je me suis fait réveiller au petit matin par une fille qui me disait que j'avais pas payé mon parcomètre. Là, j'ai chiolé après parce que le gars, elle chiolait pas après le gars qui était parqué d'une Porsche en arrière de moi. Là. Fait que là, de toute façon, je suis rentré dans le magasin, j'ai dépensé mon cash. Il me restait 25$ pour retourner chez nous. J'ai mis 25$ de gaz dans ma protégée. Je suis revenu à la salle. J'ai fait ma première mouche. Je me suis en allé au pouvoir, là, ça part 2, qu'il va falloir que je vous reparle dans quelques instants, parce que c'est bien important ce qui se passe là présentement. Je suis arrivé là, premier casque, je pogne mon premier brochet à vie, qui devait avoir un immense 12 pouces et demi de long. Mais j'ai crié comme une petite fille, j'en ai encore mal aux cordes vocales aujourd'hui. Là. Mais j'ai comme réalisé que c'était carrément fou là, ce que ça m'apportait là, d'avoir construit ma mouche, avoir réussi à leurrer le poisson et faire à croire que c'était sa bouffe. Jusqu'à temps que je l'aille dans mon propre net et que je le remette à l'eau parce que je remets tous mes poissons à l'eau. Très rarement, je vais garder un poisson. À peu près jamais. Je vous dis, j'étais un gars de remise à l'eau presque systématique.
OK, Ça, c'est parce qu'il n'est pas capable de faire cuire il met du Beauvril, son poisson. Exact, c'est ça. C'est pour ça, quand j'ai entendu Alex tantôt, j'ai dit je n'ai même plus de détails là-dessus. Notre prochain épisode, notre cuisinier maison va nous donner des recettes de poisson. Hein, Alex? On va l'inviter, mon beau-frère. J'ai eu peur, je pensais que tu voulais que je te donne des recettes de Beauvril maison. Non. Ça a commencé en Abitibi-Témiscamingue, ça, hein, la graciation du poisson. C'est les pouvoirs de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont demandé le permis de remise à l'eau. Ah. Chez nous, c'est nos pourvoiries. Ah, ouais. Oui, et puis les premiers qui ont pratiqué là, la remise à l'eau, là, c'est la chez pêche nous. sportive. Ça vient de nous, ça, ce permis-là. Ça vient de notre région. C'est juste pour vous dire qu'on est vraiment à l'avant-garde. Hein? Ouais, puis c'est de même qu'on va garder la vie dans nos cours d'eau aussi. Je veux dire, comme mettons en Abitibi-Ouest, tout le monde, on veut tout aller pêcher à la truite, puis tout, on revient tout avec pas de truite ou avec des petites truites de 3 pouces et demi de long. On se cache pas que le territoire a été salopé un tantinet. Je veux dire, moi, je vais dans des places, les criques à truite, j'en connais pas mal dans le coin. Quand j'arrive là, il y a 8 roulottes, il y a 4 gars avec les chaînes bien pleines, il y en a qui ont rempli des chaudières. Il faut que, sérieux, je n'ai vu des atrocités de tout genre, j'ai des photos, j'ai des vidéos, j'ai de la docu de tout bord, tout côté. Puis c'est ça qui m'a fâché, c'est ça qui m'a poussé à sortir les moucheux du Nord abitibien, où tu sais qu'on vient un peu en tantôt, ce qu'il fallait que je rassemble les pêcheurs à mouche de la région pour essayer d'avoir des trucs, mais aussi pour essayer d'avoir des spots puis des façons de conserver nos plans d'eau, parce que ça n'a pas de maudit bon sens de vider des plans d'eau jusqu'au bout. Il y a des, tu sais, je veux dire, je parle à des bonhommes là qui ont une 60aine d'années. Hey, on pêche de la truite dans le cric ici en avant de la maison. Hey, à cette heure, à part pêcher une crotte et une botte, t'auras pas grand-chose. Fait que, on a vraiment du chemin à faire côté conservation. Ça aussi, Alex va revenir pour nous donner des recettes pour faire cuire une crotte et une botte. Avec beaucoup de Beauvril. Et du sel, pas de sucre. Tu mets du Beauvril là-dessus, ça revient. Hey, qu'est-ce qui se passe au pouvoir? Là? Je suis curieux. Tu as dit ça tout à l'heure. Là. Parce que pour ceux qui sait, je sais pas si tout le monde sait un peu c'est quoi le barrage Lassar 2. Exact. On a 2 barrages. Il y a Lassar 2, il y en a un qui est à la hauteur du lac Macamic et l'autre, c'est sur la rivière Lassar. Et le deuxième est à la hauteur du lac Abitibi. C'est celui à la hauteur du lac Abitibi qu'on prend dans le petit rang 8 et 9 là, en sortant de Lassar, en s'en allant vers le nord, premier rang à gauche. La Calamité. Exact. Non, de l'autre côté, en allant vers la route de bord, c'est ça. Le rang 10 aussi. Oui, je pense que c'est ça, c'est le rang 10 en fait. L'année passée, ce qui est arrivé, nous autres, on avait accès, on pouvait passer par un petit chemin à travers une terre. Il y a une madame qui a acheté le terrain, qui a décidé de fermer le chemin parce que c'est trop dangereux d'avoir des accidents. Puis là, on a commencé à entendre des blablabla comme quoi le spot allait être déclaré sanctuaire pour le doré. Parce qu'on se cache pas qu'au printemps, ils sortaient des dorés en malade mental. L'année passée, moi, j'étais avec un de mes chums, 2 moucheux, on est sur le bout, on sort du doré, mais on les remet tout à l'eau, des brochets, c'est vraiment des beaux spots de pêche à l'ouverture. Il y a du bateau là, les gars, ils sortent du poisson, il y a des jeunes, j'ai jamais vu autant de jeunes pêcher. Fait que là, je suis content, tu sais, je me dis, wow, c'est le fun de voir la jeunesse qui pêche, qui va dehors, qui trippe et tout. Je vois les gardes-chasse qui arrivent, envoient la main, ils vont voir les jeunes. Je vois sortir les jeunes avec des chaînes pleines de dorés jusqu'au bord. Après ça, on ressort, on va voir les gardes-chasse, on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, on réalise qu'il y a une quantité de braconnage incroyable. On a réalisé mettons, dans le premier mois d'ouverture de la pêche, il s'était sorti environ entre 2 et 3 000 dorés dans le trou. Fait que là, on parle de... Parce que la fraie n'était pas finie, parce que l'année passée, c'était la même affaire. L'eau était frette au printemps. Fait que la fraie a tout été retardée d'1, 2 à 3 semaines, peut-être. Fait que là, je veux dire, les poissons étaient là présentement. Fait que là, je veux dire, tu lui passes une mouche, un verre de terre, n'importe quoi d'en face, ils iront pas parce qu'ils ont faim, forcément. Ils vont se battre parce qu'ils sont en train de défendre le territoire dans lequel ils sont en train de frayer. Fait que là, ça sortait. Mais là, tu dis qu'il y a une madame qui l'a acheté et qui veut faire un sanctuaire. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle nous coupait l'accès au barrage, en fait. Fait que là, on savait pas trop si c'était juste parce qu'elle voulait pas qu'on passe sous sa terre ou si elle allait être déclarée sanctuaire. Fait que moi, j'ai appelé les gardes-chasse, eux autres savaient pas. C'est parce que c'est à tous les 2 ans qu'il y a un nouveau programme de gestion de la faune au Québec. Fait que là, ça arrivait en 2020. Fait que là, dans le fond, là, on a su que les gardes-chasse ont décidé
Ils ont soumis un plan au gouvernement du Québec, comme quoi ça l'a déclaré comme un sanctuaire pour le doré. Donc, à partir de cette année, parce que en Abitibi, dans la zone 13, la pêche rouvre vendredi le 15. Allez pas pêcher au pouvoir, c'est fini. Ça ne sert pas à rien parce que si on veut vider le lac Abitibi, la meilleure maudite façon, c'est d'aller vider le pouvoir à tous les maudits printemps. Okay. De plus en plus, on est pris avec des espèces envahissantes. On a la barbotte, là, comme on parlait du lac Turgeon tantôt. Le monde a des problèmes de barbotte incroyables. Ça n'a pas de maudit bon sens que la barbotte est issue des menés vivants d'il y a quelques dizaines d'années où le monde avait le droit de pêcher aux menés vivants. À la fin de la journée, pitcher ça dans le lac. C'était de la barbotte. Aujourd'hui, on est pris avec des problèmes. Je veux dire, moi, dans la Rivière-Turgeon, une journée, je suis allé avec mon ancien beau-père. On a dû sortir à peu près 175 barbottes. C'était à tous les lancers, on sortait une barbotte. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On les prend-tu, on les pitche dans le bois, on les reprend, on les remet à l'eau. J'étais un gars de remise à l'eau, mais je fais quoi avec ça? Je veux dire, on parle d'une... C'est une espèce envahissante ou pas, et pas déclarée comme espèce envahissante, mais là, je veux dire, présentement, sur le territoire, c'est un maudit problème. Il y a du monde qui dit que ça se nourrirait des œufs de doré, des œufs de ci, de ça. Il y a d'autres écoles de pensée. Certains gardes-chasse me disent que c'est absolument pas vrai, fait qu'on sait plus trop quoi faire avec ça. Mais je veux dire, là, il est temps qu'on ait une grosse prise de conscience sur notre monde de la pêche en Abitibi, en fait. Parce que moi, c'était la truite qui m'a fâché le plus, parce qu'il n'y a plus de maudit moyen de pogner une truite que de l'allure. La plus grosse truite que j'ai pognée de ma vie en Abitibi-Ouest, c'est 12 pouces de long. Je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, pour une truite mouchetée, c'est des poissons qui, à maturité, viennent beaucoup, beaucoup plus gros que ça. Fait qu'on est d'un drôle de monde dans l'histoire de la pêche. Au moins, la pêche roule cette année. Restez à 2 mètres. Lavez vos bateaux quand vous changez de plan d'eau, parce que ça, c'est un des maudits problèmes, là, avec là, c'est parce que j'ai pris tout plein de notes sur ma propre vie aujourd'hui, sauf celle-là, qui était, savoir, c'est le nom des espèces envahissantes, mais on en a une, là, qui a de l'air, qui ressemble à la prêle, en fait. Je sais pas si vous connaissez la prêle, qui est une espèce de plante terrestre, mais qui ressemble un peu à ça, côté aquatique. Puis ça rentre partout. Il faut laver votre bateau, sérieux, votre bateau, votre trailer, vider le vivier, là, quand vous changez de lac. Aussi. Ah oui, OK. Lequel? La Myophile IP? Ah oui, ça. Sérieux, videz vos viviers. Yeah. On voit qu'il y a une recherchiste avec lui. C'est ça, j'ai une souffleuse à côté. Mais moi, je pense que ta blonde a trippé autant que toi, ça pêche, hein, si c'est pas plus. C'est de même qu'on s'est rencontrés. Elle m'achetait des mouches. Moi, là, je pensais que je parlais à un gars pendant longtemps. Puis jusqu'au jour où ce qui est arrivé à ma shop. Parce que sa blonde, elle s'appelle Roger, c'est pour ça. C'est ça, Roger. Y a-tu de plus masculin comme nom, là? Pas vrai, hein, vous avez compris. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est dans le même monde, tu sais. Fait que au moins, ça me permet de vivre dans la pêche jour et nuit. Je pense rien qu'à ça. Oui, je ne savais pas qu'il y avait des enjeux comme ça là, au niveau de nos plans d'eau et de nos poissons. Ouais, moi, je pensais que c'était juste à Rouen, ça, les histoires de... On entend beaucoup Arnfield puis tout ça. Là, j'ai entendu des... je sais qu'il y a une station à Arnfield pour nettoyer ton bateau puis tout ça, mais je ne pensais pas qu'en Abitibi-Ouest, on avait... En Abitibi-Ouest, on est vraiment choyé parce que dans le monde de la mise à l'eau, quasiment partout au Québec, ça coûte quelque chose. Fait comme ça, là, présentement, je suis à Mont-Laurier. J'étais à mon 59e jour de confinement à Mont-Laurier, chez ma copine, justement. Okay. J'ai vraiment hâte d'aller voir mon appartement à un moment donné, à la salle. Mais là, comme aujourd'hui, justement, on était voir un genre de sanctuaire de dorés où on voit des dorés partout dans la rivière. C'est débile mental. Vous auriez capoté de voir ça. Puis là, c'est d'un questionnement qui vient, tu sais, l'importance de laver ses bateaux, puis l'importance des espèces envahissantes dans la rivière. Je veux dire, là, j'avais accès à une rivière claire où ce que je vois le doré en train de frayer présentement. Fait que là, je me dis, pourquoi chez nous, en Abitibi, je suis pas capable de voir des places comme ça? Je vais sur des quais, moi, je pêche à la mouche, on rit de moi, puis tout, je vois les bonhommes, ça arrive des vagues, ça sort des poissons. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire sur le politically correctness de la pêche, un peu, en Abitibi. Tu sais? Parce que j'ai une vision plus à long terme, tu sais, pour penser à nos enfants et à nos petits-enfants. Il n'y a pas assez de garde de chasse, là, tu sais. C'est ça. C'est ça le problème. Nous, on s'est battus. Encore jusqu'aujourd'hui, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, pour encadrer les non-résidents qui viennent pêcher. Ben, on a enlevé la pêche parce que ça n'a pas passé pantoute, là, mais qui viennent chasser chez nous, OK, sur notre territoire public, puis qui nous laissent juste leur vidange comme retombée. On s'est battu
Hey, mais écoute, c'est vraiment épouvantable. Tous les États américains, les autres provinces encadrent les non-résidents, nous autres, difficile. Tu peux emmener ton... En tout cas, on a eu bien de la misère avec ça. Fait que je peux comprendre quand tu parles de... Mais tu sais, on n'a pas les moyens. Et puis je te parle de non-résidents parce que c'est nous autres, les Québécois, qui payons pour toutes les études, tu sais, qui se font par le ministère de la Faune, tout le kit. Pas les non-résidents. Là, je parle avec les gardes-chasse. J'ai dit, tu sais, comment vous faites pour gérer une pareille pièce de territoire? Le gars me dit, parce qu'on a, admettons, de la Sarre jusqu'à Matagami, on parle d'un méchant stretch de bois où il n'y a personne. Ils sont 6 gardes-chasse pour s'occuper du territoire. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je veux dire, on a un problème. Tandis qu'en Ontario, on a du garde-chasse au pied carré. Traverse la ligne, va à pêche à la truite dans le coin de Matheson, là, je dirais pas trop les spots, là. C'est un garde-chasse qui va arriver, paf, tout de suite. Il va te demander tes papiers, bing, bang, paf. Puis là-bas, tu as une petite pancarte à côté de chaque lac. On implante de la mouchetée ici. On somme de la telle affaire par là. Eux autres, ils passent puis ils mettent des avions par avion. Ils remplissent les avions, eux autres. Ils remplissent les lacs par avion. C'est-à-dire qu'on n'a pas ça ici. Fait que nos quantités de poissons descendent. On n'a aucune gestion. On avait une rencontre. J'étais dans le comité de l'association chasse-pêche un petit bout à la Sarre. Puis à un moment donné, on a une rencontre avec les gardes-chasse qui nous racontent une histoire de braconnage qui vient du lac... en allant vers Villebois, maudit, j'ai un blanc de mémoire, Missawak, où en 2 jours, ils ont fait 2 perquisitions. La première, ils ont arrêté un gars qui avait 500 dorés dans son char, et le lendemain, c'est 275 dorés dans son char. Si bon. On parle de 775 dorés sortis en 2 jours, mais qui peut s'occuper de ça si... La seule façon que les gardes-chasse peuvent se débarrasser de ce monde-là, c'est par le monde qui dénonce. Ils sont pas capables. Ils peuvent pas faire d'enquête dans le bois. Ils ont beau mettre des caméras partout. Ils peuvent pas aller chercher des cartes. Dénonce, là. Nous autres, on est bien au courant de bien des dénonciations, là, puis ils peuvent pas fournir. Non, c'est ça, ils peuvent pas. Des fois, ils sont 2 ans en arrière sur le dossier, pas parce qu'ils sont push, parce qu'ils peuvent pas, ça n'a pas de maudit bon sens. Oui, il fallait juste que Christian Frenette vienne en parler aux survivants, puis tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Je le souhaite. Nous autres, on est plugués avec les députés, puis on va être dedans par là. Je pense que la population serait gagnante à t'entendre plus, Christian. Tu as une belle manière. Tu es quelqu'un de passionné, tu es quelqu'un qui est responsable dans sa pêche aussi. Tu donnes l'exemple. Moi, je pense qu'il y a de quoi en faire avec ça. Là, moi, j'habite en Abitibi-Ouest, puis je n'étais aucunement au courant de ça, puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui c'est ça. Puis, si on était plus au courant, on pourrait se positionner là-dessus, nous autres, les pas-pêcheurs, puis réclamer des choses. Vraiment cool. Hey, je pense que c'était mon émission préférée à date. Hein, François? Je pense que c'est mon émission préférée depuis le début. Ben, c'était vraiment cool pour vrai. Les gens passionnés. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, tout le monde. Vraiment intéressant. J'ai vraiment trouvé que vous êtes à votre place puis vous avez une belle capacité à communiquer vos passions puis vos domaines. Puis, moi, j'ai eu Sébastien comme prof, hein, fait que c'est pour ça. Ça s'en va des fleurs. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment contents. De l'invitation. Parlez à vos amis les survivants. Vous autres, on va pogner les 1000 abonnés sur YouTube. Ça manque juste 900. On a 78 pour l'instant. On invite du monde qui ont beaucoup d'amis. C'est notre seul espoir. Alors, ne manquez pas le prochain épisode. Mercredi prochain. D'avoir eu plus d'invités que de monde qui suivent notre page YouTube. C'est sûr qu'on va réussir à pogner ça. Merci.